Salut l'équipe, faites vos jeux, rien ne va plus. Ces derniers jours, la NBA Europe est revenue fort dans les discussions comme un pote à qui tu dois de l'argent. Bon, j'espère que le montant n'est pas le même, sinon ton gars, il va encore attendre son oseille longtemps. Mais ce qui est fou, c'est que sans savoir à quoi va ressembler cette ligue, ou même si elle va exister un jour, certaines équipes sont déjà prêtes à mettre 1 milliard de dollars sur la table pour participer à la nouvelle fiesta. Ah ben, vive la crise, hein. Les Américains veulent donc de nouveau débarquer en Europe, mais cette fois, ils vont éviter les plages et aller directement dans les salles de basket. Mais cette fois-ci, avons-nous vraiment besoin d'être sauvés par l'oncle Sam ou même simplement aidés? J'adore la NBA et son show autant que j'aime l'Euroleague avec sa tactique et ses ferveurs débordantes. Est-ce que j'ai envie de voir un mix de tout ça? Autant me demander si j'ai envie d'écouter un feat entre Nirvana et Indochine. Et puis c'est quand même cocasse de se dire que les US veulent venir redonner de l'éclat au basket européen, alors que ce sont littéralement les joueurs venus de ce continent qui sont en train de sauver la Ligue actuellement. Alors bien sûr, il y a l'aspect économique et financier qu'on ne peut pas oublier, et sur ça, on connaît le savoir-faire de nos amis overseas. Alors, la NBA Europe, c'est un petit peu comme les concerts de Céline Dion. Je crois que moi aussi, j'ai envie d'avoir ma place. Les mains serrées, c'est si facile. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first des shows. Et cette semaine avec moi j'ai mon Thomas et mon Arthur Sen. Comment ça va les garçons? Allez Thomas, réveille-toi. Le mec était en train de s'étirer. Dure matinée? Ah non, ça va, écoute, j'étais en train de penser aux milliards de dollars qui a été mis sur la table apparemment pour créer des franchises NBA. Je me dis que si sur ces 1 milliard de dollars on récupère pas au moins 20 balles, je serais très déçu. Ouais. 20 balles? 20 balles fois 20 balles au moins, en tout cas, si tu récupères 20 balles, tu passeras quoi qu'il arrive une meilleure matinée qu'Arthur Sen, qui s'est fait ni plus ni moins ce matin chier dessus par un pigeon. Mais qui ose faire caca sur Arthur Sen? Ah, je sais pas, écoute, mais c'est pas la première fois que ça m'arrive. Oula. Au moins 3-4 fois dans ma carrière parisienne. Donc, voilà. Attends, d'ailleurs, on a retrouvé Hector. Alors Hector, c'est le pigeon que t'as chié dessus d'ailleurs. Et on va le monter en l'air. On va le... Et il est là, voilà. C'est bien. Hector, on va te monter en l'air. Ouais, t'abuses Hector. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin, Hector? Bon, vous le voyez, on est très Hector. Voilà. Hector va peut-être se prononcer sur le débat d'Enix qui nous attend un petit peu plus tard dans l'émission. Allez, avant de se plonger dans le sommaire de l'émission, on a quelques annonces comme d'habitude à vous faire. Lundi, 22h, le NBA Classic Game après la libre antenne. Ça sera un match de Victor Wembanyama qui avait mis 40 points pour la première fois de sa carrière. C'était face aux Knicks. En face, Jalen Brunson avait mis 61. C'est un super duel, Thomas, qu'on a commenté. Absolument, et ça montre à quel point tout ce qui s'est passé dans ce match perdure aujourd'hui. C'est-à-dire que les Knicks sont une équipe à la muerte autour de Jalen Brunson. Et Victor est déjà très très fort. Donc un bon match à regarder. Victor, on va en reparler un petit peu plus tard dans les news. Offense, demain, vous le savez, vous avez été nombreux à vous régaler devant l'émission Offense avec Edgar Reed. Il y a eu la partie sur la CAN, il y a eu l'émission quasi en entière. Je dis quasi parce que demain, on vous sort un morceau de l'émission qui est une forme d'interview autour d'Edgar Reed. C'est des choses que vous n'avez pas vues dans le dernier opus qu'on vous a mis la semaine dernière. Et là encore, il nous régale. Et on va sur des débats plutôt encore intéressants. Ouais, absolument. C'est totalement inédit pour ceux qui ont kiffé l'émission complète. Alors, comme toujours, sans langue de bois, on parle de beaucoup de choses, la réussite, l'argent, le monde du showbiz. Edgar Reed, comme toujours, est venu avec sa sulfateuse, bien sûr. Et des belles analogies, belles analogies anatomiques. Voilà, tout à fait. Qui nous laissent place. Oui, parce qu'on parle d'Arthur, oui. À l'époque où il allait faire VTEP. Exactement. Tout est permis. Donc, des analogies qui laissent place à peu de doute. Voilà. En tout cas, vous vous souvenez, l'année dernière, on vous a fait les First Team Awards. Vous aviez aimé, vous aviez beaucoup envoyé vos votes, en tout cas, et on le refait cette année. Donc, si ceux qui veulent de nouveau voter pour les awards de la saison version First Team, il y a un lien dans la description de l'émission. Votez en masse, envoyez-nous un petit peu vos joueurs, vos équipes, vos trucs
préféré ou pas préféré. Et puis on en fera un débat dans une libre antenne, Ouais, Thomas. absolument, dès que les playoffs auront commencé, il n'y aura rien à dire, du coup on va faire ça. Non, je rigole, évidemment, il y aura plein de trucs à dire, mais on pourra quand même élire qui est le MVP de chez First Team. Exactement. Eli Rokobo. Voilà, j'avais envie de le dire et tout Non, comme ça ça. marche. Il faut bien Eli lancer. Chouraki, ça marche aussi. Ouais, hein. Eli Chouraki, Ouais, ouais. tout à fait. Allez, tous les Eli Semoun. connus. Tous les Eli connus. Allez, Allez, on c'est fait une petite parti. parenthèse. Eliafa. Eli Yafa. Ouais, ouais, bravo. d'accord, ok. Bouba. Jean-Baptiste Poquelin. Très bien. Voilà, moi j'avais rien d'autre. Allez, hein. on a dit Eli Semoun et on va rester là. Allez, on va balance le sommaire quand même, ça sera un petit peu mieux. On ira dans les news parce que Victor Wembanyama a fait un back-to-back à 41 points. Il y a un autre Français aussi qui a brillé. On parlera des Pistons, champion de division pour la première fois depuis très longtemps. Un petit mot NCAA parce qu'Arthur est avec nous sur le Final Four qui arrive. On parlera de la nouvelle classe du Hall of Fame aussi. Et ça va faire parler là. Pour le coup, c'est une news sur laquelle on va prendre du temps. Et puis on fera un petit mot sur le documentaire de Lamar Odom qui nous a fait beaucoup parler. Le débat, il est autour des Knicks. Les raisons de ne pas y croire. Parce qu'on est un peu inquiet, surtout moi pour les Knicks, mais je crois que je suis pas le seul. Une palette sur un joueur qui le mérite vraiment. C'est Darius Garland, tradé cette année de Cleveland aux Clippers. Et ça se passe plutôt très bien pour lui et pour les Clippers. On verra ça avec la palette de Toto. Et puis le quiz où on imagine si Arthur, il y aura forcément du Kelfac, où la dernière fois tu l'as gagné. Et puis surtout, moi maintenant, je compte les écarts entre toi et moi sur les qui suis-je. J'ai à plus 2. Sur la plus 2. Voilà. On est prêt ? Ouais. Allez, c'est parti. Dites-moi que vous voulez être MVP sans dire que vous voulez être MVP. Ben, vous faites un back-to-back à 41 points. Et en plus, je dis ça, c'est faux, puisque Victor Wembanyama a clairement dit qu'il voulait être MVP. Hier soir, victoire facile, large, face aux Warriors, toujours privés de Stephen Curry, entre autres. Victoire 127 à 113. Mais ce qui nous marque, c'est que Victor Wembanyama, Arthur, dans cette fin de saison, enchaîne les cartons. 2 matchs en back-to-back, 41 points. Ouais, écoute, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je pensais que le débat était plus ou moins clos avec Shai en méga favori, peut-être Jokic qui était un petit peu dans la balance. J'ai l'impression qu'il a mis Jokic clairement derrière lui. Ce qui est terrible. Hein, voilà. Il a encore fait un énorme triple-double hier. Hier, il a validé sa deuxième saison en triple-double hier soir. Ouais, déjà par rapport au volume. Donc Et ça, donc, ça vous... Ouais, mais en fait, j'ai l'impression, tu vois, sur cette impression générale. Alors après, voilà, Shai a, je pense, un petit peu d'avance, mais c'est curieux. Et là, tu vois, il reste 6 matchs. Je me dis, attention, ce n'est pas joué. Attention, surveillez. Alors, Shai, il fait des matchs de ouf. Il a mis 47 points la dernière fois. Mais écoute, voilà, ça va être chaud. Bravo, Victor, pour cette fin de saison. Écoute, il joue dès ce soir parce que c'était pas. Là, le match précédent, il met 41. Là, il met 41. Ce soir, il joue contre les Clippers. S'il fait 3 fois 41, bah écoute, ce sera un quadruple pastis. Ça n'a absolument rien à voir. Un triple. Non, un quadruple. Ah, d'accord, si tu fais addition avec le 51, ça me 41. fait penser à un mec quand tu commandes des vodka Coca. Exactement. C'est n'importe quoi. Non, il est fantastique. Ce qui est merveilleux avec Victor, c'est que vous vous souvenez, au début, on disait, bon, bah, il est très grand, mais on sentait pas qu'il était très grand dans le jeu. Évidemment, au contre et tout, mais en attaque. Maintenant, quand il joue avec des petits intérieurs en face, on disait tout le temps, attention, Charles Cahuzi lui a mis des... Maintenant, si tu fais 30 cm de moins, et ben, tu vas te faire détruire. On a vu Gershon avec Chicago il y a quelques jours. On a vu Draymond Green hier soir. Le nombre de paniers en l'air, même pas forcément pour finir en dunk, mais des petits alley-oop cherchés par Fox et Stephen Castle, ça fait des merveilles. Il a été encore une fois exceptionnel d'adresse. Vous avez vu, il a raté que 6 tirs sur 22 tentatives. Il est beaucoup trop fort. Et là où je te rejoins complètement, c'est que, bah, écoute, il reste 6 matchs. Shai, vraiment le grand favori. Mais bon, la NBA a prouvé ces dernières années qu'elle pouvait être surprenante. Et les journalistes vont devoir voter à un moment donné. Et Victor, il est en mission sur le terrain et en dehors aussi. Regardez ce qu'il a déclaré donc, sur la course au titre de MVP. Le titre de MVP, ça compte énormément pour moi. Tous les grands joueurs, les Hall of Famers, ont tout fait pour aller chercher chaque distinction dès le début de leur carrière. Si je veux me faire une place parmi les plus grands, je dois saisir chaque occasion de me mettre en avant. Bravo. Là, au moins, il n'y a plus de... Il n'y a jamais eu. On se cache pas. Non, mais voilà. Ah, si, quand même. Moi, je trouve que, tu vois, puisqu'il n'en parlait pas, c'était relativement pas évident. Là, depuis 2 semaines, 3 semaines... Voilà, quand même, là, avant, il n'était pas dans la course, surtout. Moi, je trouve qu'il n'était pas dans la course avant il y a 2-3 semaines. Il y a plein de gars qui font des déclasses sans être dans la course aussi. Ah oui, bien sûr. Ou autre, tu vois. Oui, ça c'est vrai, t'as raison. Mais pour le coup, Victor, en général, il est bon sur le terrain et il est bon en interview. Ouais. Et quand il veut quelque chose, tout le monde le sait. On parle plus du côté éligible pour les stars. Donc tant mieux, vous savez que Jokic est toujours à un match de raté. Il en reste 6. Il y a 2 matchs d'ailleurs Spurs, Nuggets dans cette fin de saison. Donc on verra dans les confrontations directes si ça peut jouer. Ça va être très cool à voir. Moi, ce que je vois, c'est que ce gars-là, de toute façon, il a tout compris du star system et que à partir du moment où il dit je suis candidat pour être MVP, qu'il est deuxième de la conférence Ouest, que c'est la meilleure équipe de 2026, ce serait quand même complètement con qu'il ne soit pas officiellement déclaré. On a fait une vidéo lundi dans la libre antenne, justement, on revient sur Victor peut-il être MVP et on oui, en fait, il peut être MVP en fait. Mais allez, vous pouvez donc aller voir cette vidéo sur la chaîne First Team sur YouTube. Hier, il était
après le match, il était chez Scott Van Pelt. Vous voyez qui c'est un petit peu Tout à ce fait. journaliste Pelach. Le mec dans Jumanji, là, bien sûr. Exactement, ouais, si tu veux. Et il lui dit, mais alors, Victor, vous êtes en pleine bourre, toi, tu es dans la course au MVP, mais il y a toujours ce prisme de, vous n'avez pas assez d'expérience pour les playoffs. Et Victor, il a répondu, screw it. Il est en train quand même de montrer une espèce de confiance qui se diffuse sur tous les Spurs, c'est assez incroyable, et même sur les gens qui regardent. Tu le sens, ça, Arthur, que Victor, par ce qu'il fait sur le terrain et en dehors du terrain, est en train de montrer que, nous, on veut cramer les étapes. Ouais, bah de toute façon, ils l'ont déjà fait en fait avec cette saison. Je sais pas, la progression pour eux, c'était de se qualifier pour le play-in, éventuellement pour les playoffs. Là, dès janvier, dès décembre, même avec le play-in, avec tout ça, on a vu qu'il avait passé toutes ces étapes. Donc, je pense qu'on est habitué maintenant au fait que Victor prenne beaucoup d'avance. Mais là, au-delà des faits de le voir passer des caps, là, il a toute cette confiance et il a les paroles qui vont avec, ce qui est relativement nouveau, je trouve, de ce côté-là pour Victor. Donc, bravo, moi, aujourd'hui, j'arrive plus à me mettre de limites. Et voilà, j'ai aussi un petit peu des doutes sur les playoffs. J'en parlais dernièrement, mais bon, écoute, je pense que ça va le faire. Ouais, regardez les stats de Victor sur les 11 derniers matchs. On est quand même... Il n'y a pas les contre, hein. On est quand même sur ce qui se rapproche d'un MVP, non? 29 points, 13 plus rebonds. 16 de plus-minus, là, il est waouh. Plus 15,5 de plus-minus. Il est même à 4 ou 5 comptes de moyenne sur la séquence. Évidemment, 0 défaite, c'est important avec des gros matchs qu'il a joué et à venir après. On rappelle que c'est un petit temps de jeu par rapport à ses blessures et au load management, entre guillemets, les limitations de minutes du mois de décembre pour Victor. Sinon, il serait à 26-27 points par match. Voilà, donc qu'il soit déjà dans la course au MVP, c'est une prouesse lors d'une saison 3 en fait. C'est ça le truc. Il est en train de... T'as raison, il crame toutes les étapes. Écoute, si en playoff ça se passe mal, on dira, voilà, ils étaient trop jeunes et tout. Mais si ça se passe bien, on pourra dire qu'on l'aura vu nous jouer pendant un an avec les Mets et que vraiment, on se régale d'avoir un Français aussi fort. Il a une superbe aura médiatiquement, tout le monde le kiffe là-bas. C'est vraiment incroyable, en tout cas du ressenti que j'ai ici. Et puis surtout, cette année, ils n'ont pas de pression. L'année prochaine, on verra, parce que voilà, ils ont fait une superbe saison cette année, mais qu'ils profitent, tout ce groupe-là, profite du fait de ne pas avoir une énorme pression, de ne pas être attendu comme finaliste ou favori au titre, pour pouvoir engranger un maximum de confiance, d'expérience, et puis on verra l'année prochaine. Bon, on adore Victor, mais il n'y a pas que lui qui brille en NBA en tant que Français. Hier soir, il y a Ousmane Dieng face à Houston. Ousmane Dieng, donc, qui joue du côté des Milwaukee Bucks, qui a sorti un match, Thomas, un match de patron. Oui. 36 points. 31 tirs pris, 10 passes décisives, 7 rebonds. Allez, 1 sur 7, 4 points. On va largement lui pardonner, mais on a vu un jeune joueur dont on connaît le potentiel, mais qu'on a du mal à voir depuis qu'il est en NBA. Là, hier, il a fait un match de franchise player. Ouais, franchement, dans un bon match face à Houston, les Bucks y ont cru jusqu'à la fin, donc c'était intéressant de voir ça face à une équipe ultra physique. Ce qui est dingue avec la NBA, on dit toujours, le talent, il est partout et tout. Donc là, quand c'est un Français qui met 36, on se réveille, on fait, mais attends, il s'est passé un truc de fou là hier soir. Tu regardes après les images, et t'as raison de souligner que il est la première option, il joue des pics, il est la création, il joue avec une facilité, une confiance, moi qui me bluffe. Il est bon depuis qu'il est à Milwaukee, mais ça c'est des matchs, tu vois, où on va dire, en fait, dans tous les petits mecs là qui sont autour, peut-être qu'Ousmane Dieng c'est le meilleur d'entre eux. Donc franchement, j'ai limite de la fierté de me dire, on a encore un nouveau mec auquel on pense pas forcément, qui a très bon niveau en fait en NBA. Là, moi, ce qui m'a le plus étonné quand j'ai vu les 36 points, je me suis dit, allez, ça se trouve, il a une crise de ouf à 3 points, il fait un carton. Rien du tout. C'est les 31 tirs. 31 tirs, c'est un truc de ouf. Oui. Et puis au bout d'un moment, Giannis n'est pas là. Cam Thomas, le croqueur de ouf, il n'est pas là. Et au bout d'un moment, il est libre cet été, il sera agent libre, qu'il prenne ses responsabilités, qu'il saisisse toutes les occasions, et il a raison de le faire. Et il faut qu'il pousse absolument. Au bout d'un moment, il faut qu'il se montre. Il a engrangé énormément d'expérience et de frustration à OKC, parce que voilà, le groupe était tellement incroyable que c'était difficile pour lui de se faire sa place. Bien que les moments où il a eu du temps de jeu, il a réussi des fois à être bon, mais le niveau était vraiment trop haut. Donc il a eu sa bague, il a eu son expérience, il a engrangé toute cette frustration, qu'il y aille à fond. Hier, on a aimé quand même le bag d'Ousmane Dieng, d'aller mettre des dunks sur les poires du mi-distance. Il a fait un match à la Kobe. Hein. Ouais, franchement, les 10 passes décisives, elles valent beaucoup. 31 tirs pris par un Français. Alors, j'ai pas la stat, si vous l'avez, là, vous nous dites dans le chat, on n'a pas eu le temps ce matin, mais il doit être facile top 5, top 10 de l'histoire. Hein. Ah ouais, je suis pas sûr. 31 tirs, Tipeee a dû le faire. Chez les Français. Peut-être.
Chez les Français. Oui, chez les Ouais, Français. c'est les Français. Ouais. Bah, on parle des Français, là, non? Oui, oui, très Ah bien. oui, d'accord. Non, des Français métis draftés à OKC. Non, je pense qu'il est top 5 facile dans l'histoire. En plus, c'est marrant parce qu'il y a cette semaine, c'était l'anniversaire des 40 points de Rodrigue Bobois. Et donc, je me suis refait tous les highlights de Rodrigue, qui fait un match extraordinaire. On Mais s'en il souvient tire avec les pas mains. 30 fois, je pense. Hein. Il met quand même 8 ou 9 3 points dans le match. Hein. Ouais, mais il tire pas du tout. il tire Non, pas non, pas du 30 tout. fois. Ah ouais, Pas du tout. Mais il met, non, peut-être 10-3 points, je crois, 10 sur 16, il fait à 3 points. Donc voilà, un petit shout-out à nos Français qui mettent 36 ou plus au moins Et une fois on en imagine carrière. que notre sélectionneur français, Freddy Fotoux, a eu l'œil sur cette performance aussi d'Ousmane Dieng. Ça va être sympa le rassemblement des Français cet été. Comme tu dis, on a hâte. Eux aussi, ils avaient hâte de enfin gagner leur division. C'est les Detroit Pistons qui remportent la division centrale. Arthur, c'était pas arrivé depuis 2006 18 ans, 18 mon gars. ans. 18 Ah ans, ouais. incroyable. Les Pistons sont clairement de retour dans la conférence Est avec ce beau bilan, vous le voyez. Et donc, ils remportent cette division depuis 18 ans. On va les attendre évidemment en playoff. On va surtout attendre aussi le retour de Cade Cunningham, même si notre ami Dennis Jenkins régale. Ouais, absolument. C'est la bonne nouvelle pour les Pistons qui confirment leur ultra progression. Regardez la stat là sur le tableau. Il y a 2 ans, l'année de rookie de victoire, vous vous souvenez, la terrible série de défaites, record NBA et tout. 14 victoires sur une saison, c'était cata. Comme quoi, ça peut aller très très vite si vous arrivez à avoir des très bons choix de draft, Cade Cunningham, et à bien l'entourer et attendre la Jalen progression Duren. des uns et des autres. Et là, Jalen Duren, pendant la blessure, l'absence de Cade, il est en train de montrer quand même. En fait, il était dans la discussion pour être le meilleur pivot, tu vois, de la conférence Est. Là, alors il y a Victor, il y a Jokic, il y a Embiid, on va dire. Puis derrière, il arrive très très fort parce qu'il est en train de montrer du leadership et il détruit tout le monde. Donc non, c'est une bonne nouvelle. J'ai l'impression que les gars arrivent à continuer à gagner sans Cade juste avant les playoffs. Écoute, il Il va revenir là normalement. Ouais, on a hâte de les voir. De toute façon, cette équipe-là, très prometteuse, avec une très belle saison, de les voir en playoff. Arthur, on est début avril. Ouais. Et début avril, il y a un marronnier dans le monde du basket, c'est Le Final Four. le Final Four Final NBA. Four Et on NCAA. connaît donc l'affiche des demi-finales. Et Arthur, on va te laisser la main là-dessus. C'est donc Illinois face à Yukon. Et donc de l'autre côté, Arizona face à Michigan. C'est quatre beaux programmes, Arthur. Hein. Ouais, 4 beaux programmes, des programmes historiquement pas mal en tout cas sur le basket. Si on prend le braquet du dessus avec Illinois qui joue contre Yukon, les gars, depuis 20-25 ans, c'est clairement le meilleur programme en termes de régularité pour arriver au Final Four. Filles et garçons. Hein. Filles et garçons. Alors les Ouais, filles, chez les c'est... filles, Ouais, mais filles et garçons. Voilà, les filles, Faut le dire. c'est exceptionnel. Et sur les 3 dernières années, ils ont gagné 2 fois le tournoi. Historiquement, Yukon, c'est une fac qui n'a pas l'habitude de prendre des énormes prospects de première année. Donc voilà, ils construisent avec un coach qui est vraiment la star du programme, Dan Hurley, qui a des phrases assez exceptionnelles. Et donc, ils Qui avait vont... failli prendre le poste aux Lakers. Hein. Ouais, exactement. Tout à fait. Qui avait refusé le poste aux Lakers. C'est exactement. Et je pense pas que ça aurait été une bonne chose. On voit que c'est un gars qui est beaucoup trop dans l'émotion. Et coacher des adultes, je pense que c'est un petit peu compliqué pour lui. Donc il joue contre Illinois, qui a un freshman qui s'appelle Wagler, qui est super fort. Et il y a le fils de Stojakovic aussi. Ouais. Qui C'est est, la fac des Européens. Voilà, c'est un Enfin, peu... des Serbes même. Ou Oui, oui, ils ont beaucoup de Jugo. Hein, Tout à fait, d'ex-Jugo, tout à ouais. fait. Ils ont beaucoup de Jugo et ils ont pris aussi beaucoup de joueurs qui ont changé de fac. Donc voilà, c'est une fac qui est un petit peu critiquée pour ça. Oui, oui. Et en dessous, on a l'énorme programme de Michigan qui joue contre Arizona. Arizona, il n'y aura pas le fils de LeBron James qui a fait une année redshirt cette année, donc qui ne fera pas partie de l'équipe. Qui a joué, mais qui là, il y a un mois, a décidé de finalement sortir du programme. Exactement, pour, Ouais, Bryce, c'est pour Bryce. garder ses années Tout à d'éligibilité fait. et pouvoir faire éventuellement 4 ans avant d'aller en NBA. Après, On au verra pire, ce que Paul ça donne. Embiid, il trouvera un contrat aux Lakers, tranquille. Hein. Un deuxième tour, tranquille. On s'en branle de la fin. Depuis quand t'es le fils de LeBron James, t'as besoin de fournir à la fac? Voilà. Exactement. clair. Et donc ils vont jouer contre Michigan. Et Michigan, moi c'est mes favoris dans mon bracket. Je sais pas si vous aviez rempli votre bracket, je les avais pas mis. Elle est ouverte là d'ailleurs. Ouais, Hein. ouais, exactement. Oh là là. Merci Arwan. Merci, Non, Arwan. non. Je les avais pas mis finalistes, mais ils font une super saison. Ils ont un pivot espagnol qui fait 2m23. Alors 2m20 en NBA déjà, tu parais hyper grand. Les gars à la fac, quand t'as un gars de 2m20. Comme Zach Idé, on s'en Ouais, comme souvient. comme Zach dit, gigantesque. exactement. C'est assez exceptionnel. Donc, on va voir ce que ça donne. Moi, mon petit favori, c'est Michigan. Donc voilà. En plus, je sais que c'est une fac que tu aimes bien. Oui, Erwan. Mais prends pas temps mort, hein. Prends pas temps mort. Michigan State, on aime bien. Ce qui est marrant ce qu'on peut noter sur cette affiche dans les Final Four, c'est qu'aucun des top 5 prospects attendus à la prochaine draft n'est au Final Four. Regardez, chaque année, on non Mais parle de de plus en plus, hein. Comme chaque année, de ouais. plus en plus. Hein. Ouais, alors pourquoi je dis de plus en plus? Pas parce que très souvent, en fait, les gars qui sont des superstars au lycée et qui arrivent dans des universités, elles sont dans des facs où on va pouvoir leur donner beaucoup de ballons, beaucoup d'espace. Et généralement, ces dernières années, c'est pas des facs qui performent énormément, sauf Duke qui est un petit peu la déception. Et donc, Kansas, ils avaient la bonne tête quand même d'une équipe qui pouvait aller au Final
Final Four quand même. Alors pas. Ils ont chié dans la colle, non? Alors, ouais, ils ont un peu chié dans la colle. En tout cas, ils sont dans la conférence Big 12. Ils n'ont pas fait une superbe année. Ils ont eu pas mal de défaites. Darin Peterson a été relativement inconstant, donc il est très très fort. Mais en termes de temps de jeu, donc c'était difficile à suivre. Mais en tout cas, là, on a les top 5 des prospects qui sont éliminés. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est un petit peu le renouveau des basketteurs américains, en tout cas au niveau de la fac. Et ben, on va voir ce que ça donne au niveau de la draft, quoi. Mais Une fois qu'il y a pas a priori, ça d'Européens, devrait être eux. T'as raison, d'habitude, il y a toujours un Européen qui se glisse parmi le top 3, top 5. Là, cette année, a priori, donc il y a J.D. Bonsa, Darin Peterson, Cam Boozer, Caleb Wilson et Kingston Flemings. A priori, devraient truster les 5 premiers choix draft. On peut quand même dire que Duke a subi l'une des plus grandes défaites historiques, et sachant que on parle de Duke, hein, face à UConn, tout le monde a vu ce tir à la dernière seconde. Mener de 15 points en étant first seed et ne pas se qualifier au Final Four, bah, c'est juste la première fois de l'histoire que ça arrive. C'est des grands moments de NCAA, ça reste des jeunes joueurs, il y a des dingueries, mais là, pour le coup, ça a tellement tourné que ça va trotter longtemps dans la tête des joueurs de la fac. Hein. Qui fait le petit boozer pour un meneur de jeu, c'est exactement tout ce qu'il faut pas faire. On imagine que ça va le rendre meilleur, mais c'est dur parce que tu as raison, c'est encore des gamins. Même si les prochaines, la plupart seront en NBA, c'est encore des gamins. Et c'est dur de tomber, mais ce qu'il fait là, la perte de balle, à ce jeu, ça arrive. Gardez les pieds, gardez vos appuis, gardez les pieds au sol ne sautez pas en l'air parce qu'après... Ça C'est arrive. le basket qui est comme ça, les gars. Hein. C'est le basket, et puis comme tu dis, c'est des gamins. Il était très marqué d'ailleurs à la fin du match. Ouais. Les gars, ils jouent devant des 25 000 personnes. Ils ont une pression médiatique qui est exceptionnelle. Ils passent à la télé en prime time. Donc c'est des choses qu'on a peut-être un petit peu de mal à mesurer. Je sais que très souvent on parle des prospects européens en disant que c'est des pros qui sont prêts au niveau du basket et au niveau technique, mais au niveau de la pression médiatique, les prospects américains ont une pression qui est quand même supérieure à ce qu'on peut trouver en Europe, et là c'était clairement le cas. Et comme tu dis, la passe qu'il fait, elle est dramatique. Il y en a eu plein, il y en aura d'autres, et ça donne des moments incroyables. C'est vrai que, je sais pas si vous avez vu l'action avec la réaction des deux bancs, des deux coachs. Oui. Franchement, tu regardes, tu fais, mais c'est pour ça qu'on aime ce sport, c'est tellement une folie. Duke aurait dû être. S'ils avaient mieux négocié, il serait clairement sans aucun doute au Final Four. Je fais un petit shout-out à Basket et à Gabriel Panteljouve qui a sorti un article que tout le monde doit lire, je pense, il y a 2 jours, sur les NYL et les jeunes prospects français qui vont en NCAA. Vous savez que c'est le jeune Ngoy qui est de Narcisse Ngoy, merci. Maintenant qui est à Bourg-en-Bresse et qui joue à Poitiers, mais qui est prêté par à Poitiers par Bourg-en-Bresse. Et qui devait l'année prochaine normalement aller jouer en Pro A. Donc super article pour comprendre tout ce qui est en train de se passer alors certains diront des dérives, d'autres vont dire un système qui est bénéfique pour les jeunes joueurs, parce qu'ils vont passer peut-être certains de 1 000 € par mois à prendre 800, 900, plus d'1 million de dollars. Belle bascule, hein. Énorme bascule. Donc voilà, on n'est pas là pour donner des conseils. Moi, j'ai une petite augmente au taf. Ouais. Je passe de 2500 €, une 309 et un T2 pas décoré à 800 000 et des infrastructures. Ouais, ok, bah merci. Oui, voilà. Donc allez lire l'article, il est passionnant. Voilà. Très bien. Allez, un petit mot sur le Hall of Fame 2026. Il va y avoir 4 nouveaux intronisés. On va le voir en tableau. Des noms évidemment qu'on connaît, mais des noms qui peuvent faire parler. Amaris Stoudemire, on va en parler. Candace Parker, on va pas en parler parce qu'elle mérite largement. Elena Deladon, la même chose aussi. C'est quand même 2 filles qui ont rayonné sur le basket féminin, et en plus on adore ce que Candace Parker en consultante, c'est l'une des meilleures. Et Doc Rivers en tant que coach et non pas en tant que joueur. J'aimerais qu'on commence par Amaris Stoudemire. Honnêtement, pour les filles, il n'y a rien à dire. Elles ont surdominé leur sport. C'est de GOAT. Bravo les filles. Voilà. Sur Amaris Stoudemire au Hall of Fame, c'est un joueur qu'on a bien aimé. Son prime, ça a été Phoenix. Il n'y en a pas eu après. Je suis un peu surpris de voir Amaris Stoudemire intronisé au Hall of Fame. Mais pourquoi t'es un peu surpris? C'est une catastrophe. Ah voilà. Non, mais à partir du moment où Tracy McGrady, Amaris Stoudemire, son first ballot, ça n'a pas de sens. Sachant que T-Mac a plus marqué les gens, des résultats de playoff inexistants, mais plus marqué les gens qu'Amaris Stoudemire. Moi, j'étais très surpris parce que pour moi, c'est normalement des Hall of Famers, c'est des mecs qui ont gagné, qui sont allés en finale NBA, des MVP, tu vois, des gens que dans l'imaginaire de tous, c'est à un moment donné, t'es le meilleur. Amaris Stoudemire n'a jamais été le meilleur. Pas le meilleur de son équipe, parce que Steve Nash qui a 2 MVP, pas le meilleur sur son poste, aussi fort soit-il, et jamais en finale NBA. Donc, franchement, c'est incompréhensible. Écoute, tant mieux pour Amaris Stoudemire, on n'est pas là pour tirer sur un mec, juste comment sont choisis les mecs? Quels sont les critères aujourd'hui? Parce que moi, je suis plutôt laxiste, en vrai, sur le Hall of Fame. Pourtant, là, je suis totalement révolté. Bon, Arthur, toi, de nature un peu calme, je sais que ça, c'est un truc qui te fait bouillir le sang. Ouais, franchement, clairement, je trouve que ça fait
beaucoup d'années, beaucoup trop d'années que le Hall of Fame est devenu, je vais pas dire une Un strip blague, club. pas un cirque, mais Oui. c'est que c'est abusé. Oui. En fait, aujourd'hui, on a l'impression que, bah voilà, en étant, alors qu'il est 6 fois All-Star, tu vois, j'aurais dit naturellement un peu moins, mais en étant un joueur marquant d'une époque, tu dois forcément et automatiquement basculer au niveau du Hall of Fame. Donc, ça dépend maintenant de la définition qu'on a, des attentes qu'on a, mais moi, je voyais ça à l'époque vraiment comme le saint graal d'une carrière et le summum du summum. Là, aujourd'hui, on a vraiment l'impression que c'est à partir du moment où tu es un petit peu connu, tu as 2-3 faits d'armes, parce qu'à l'échelle du Hall of Fame, là, Stoudemire, pour moi, c'est 2-3 faits d'armes qu'il a. Il est une fois All-NBA First Team. Voilà, c'est pas non plus énorme. Alors oui, c'est un super joueur, bref, voilà. On le sait, bien sûr, t'as raison. Mais au bout d'un moment, moi, ces profils-là... Enfin, j'espère que la sélection, c'est pas juste super joueur pour être au Hall of Bah, Fame. en fait, j'ai sinon, l'impression que c'est ça. Tu vois, même T-Mac, moi, ça m'avait surpris. Moi aussi, Clairement, moi aussi. T-Mac, ça m'avait clairement surpris. Et pour moi, c'était déjà une bascule. Et est-ce que c'est quoi? C'est de l'entre-soi. On est tous potes. On a été bons à cette période-là. On fait 2-3 podcasts ensemble. Et du coup, on est Hall of Fame. Honnêtement, ça me dérange complètement. Maintenant, je n'ai pas envie d'être réac. Mais je trouve que c'est trop, quoi. il y a un autre qui fait parler, c'est Doc Rivers. Alors, encore une fois, on sait qu'on peut rentrer au Hall of Fame, rentrer plusieurs fois au Hall of Fame. Oui. Si tu as une grande carrière de joueur, une grande Bovic a carrière de rentré coach. 2-3 fois, par exemple, voilà, là, je crois. de dirigeant. Donc, Ouais, on ouais. sait que Ouais. là, Doc Rivers donc, va rentrer au Hall of Fame en tant que coach. Et ça, Arthur aussi, on en a parlé un petit peu avant l'émission. Du coup, on s'est dit stop, on va le garder pour l'émission. Toi, là-dessus aussi, tu tiques un peu. Ouais, je tique un peu parce que Doc Rivers, j'ai l'impression que... Alors, je vais pas dire que c'est un opportuniste, c'est absolument pas le cas. Il a fait plein de bonnes choses, mais au bout d'un moment, il est champion avec les Celtics, avec un des premiers Big Three construits de toutes pièces de l'histoire. Donc, super, il avait une superbe équipe, on se rappelle de Ubuntu, etc. Après, il a quand même eu des équipes assez exceptionnelles pour lesquelles il s'est mangé des remontadas en gagnant des séries 3-1. Il a jeté ses joueurs sous le bus énormément de fois, que ce soit à Philadelphie, que ce soit partout où il est passé. Donc moi, je trouve qu'il est cramé depuis beaucoup trop longtemps. Alors oui, sur le Il volume... a relancé Yanis au Bucks quand même. Ah bah exactement. Ouais. Alors oui, il a un volume avec énormément d'années au coaching, donc et forcément énormément de victoires, etc. Mais pareil, pour moi, ça passe pas le cap. Alors après, on a discuté. Tu me diras qu'il y a plein d'autres coachs qui sont Hall of Fame et qui n'ont pas des carrières exceptionnelles. Mais une nouvelle fois, ça me dérange et on perd cette notion d'excellence. Moi, je suis moins d'accord avec toi pour le coup. Autant Stoudemire, je suis un peu révolté, autant Doc Rivers. Entre. Tu vois, ok, c'était il y a bientôt 20 ans, 2008. Et c'était il y a très longtemps. J'oublie pas le bon travail qu'il a fait avec Orlando aussi avant, on s'en souvient. Il a une cote énorme en tant que coach vainqueur. Et on sait à quel point, quand t'es gagnant en NBA, en tant que joueur ou en tant que coach, tout de suite, t'as une stature qui est immédiatement de Saint Graal, on va dire. Moi, je trouve que c'est assez logique, en fait, qu'il soit pour 2008. Après, nous, on a notre avis sur le fait du coach qu'il est maintenant. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est comment ce gars-là, il est encore en poste. Bah ouais. Qu'il soit Hall of Fame, ok, mais que les Bucks, que les Sixers juste avant disent c'est lui le gars qu'il nous faut avec ce qu'il nous a montré ces dernières années, là ça me pose plus un problème. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que pour toi, à partir du moment où tu gagnes un titre en tant Ah que oui. coach, t'es forcément Hall of Fame. Mais en fait, moi, ça me dérange. en fait, Là, c'est un titre bah, aux Celtics de 2008, En fait, c'est après 20 ans sans truc, bah oui, c'est un oui. titre avec des Celtics, c'est une finale, donc il fait 2 finales Oui. aussi, 2 finales, un titre. Moi, je trouve qu'il doit être intronisé en tant que coach au Hall of Fame. Moi, Moi aussi, j'ai pas de souci avec ça, vraiment. Don Nelson l'est. Alors, Don Nelson a révolutionné le basket par un style à lui, un jeu d'attaque incroyable, mais Don Nelson, il est jamais allé en finale NBA. Il y a Jerry Sloan, le coach du Jazz, alors qu'il a gagné, l'un des seuls coachs à avoir gagné 1000 matchs avec la même franchise. Très bien, il est jamais champion. Donc, pour moi, en fait, et je suis pas le plus grand défenseur Non, c'est vrai. de Doc Rivers. Je rejoins complètement Thomas sur le fait que, effectivement, son passage aux Clippers, c'est un échec. Tout ce qu'il a fait après Boston, pour moi, est un échec. L'attitude, je suis pas persuadé que ça soit un coach proche des joueurs et que c'est un mec plutôt qui se protège et qui est rentré dans un système très politique où il prend du cash, encore avec Milwaukee là. Donc, sur sa c'est fin vrai, de carrière, mais sur l'œuvre qu'il a réalisée avec le Magic un peu et surtout avec les Celtics. Donc- Pour moi, ça lui offre une porte pour rentrer au Hall of Fame. Donc des là, coachs. j'allais dire Ime Udoka, donc Joe Mazzulla, il est Hall of Fame. Tu le mets Hall of Bah, Fame. on verra dans Là, tout de suite, on verra si- dans 50 ans. Si- Mais oui, si- oui, si oui. demain- Ah bah, tu vois, moi, j'ai un peu de mal avec ça. Parce tu que vois. quand t'es champion avec les Celtics, c'est pas pareil. Quand t'es champion avec les Lakers, c'est pas pareil. Quand tu es champion en 2008, alors que ça fait 20 ans que tu vis des années terribles, des morts, des creux pour la plus grande franchise de l'époque, on va dire ça comme ça.
franchement, pour moi, directement, tu coches la bonne case, tu vois. Ouais, tu Moi, vois. je pense, faut pas confondre. Faut pas, Mais oui, quelque part, j'ai envie de te dire. Faut pas confondre le fait que moi, je suis pas fan du personnage, je suis pas fan du coach de ce qu'il fait depuis 10 ans. Moi, j'ai été à l'époque, on se lançait quand il était aux Clippers. Je l'ai passé ma vie à le détruire en disant qu'il avait pas d'idée, qu'il sait pas se renouveler. Et je suis pas sûr que ça soit un mec en plus humainement top dans une équipe. Il n'empêche que son passage aux Celtics, pour moi, parce que c'est aussi les Celtics, parce qu'ils gagnent, la manière, le jeu, les 3 ans qu'ils font avec les blessures où ils arrivent quand même à aller en finale aussi. En 2010, les séries de playoffs incroyables face à Miami, à Détroit. Bon, moi, Joe Mazzulla, il ira. Tyronn Lue, il ira. Des coachs rookies. Vogel, il ira. Non, ça, pour le coup, moi, je pense. Ouais, mais il est champion. Si on Ouais, suit je la sais, logique. je sais. Tu vois ce que Ouais, je mais veux dire, il a pas marqué de son empreinte. Franchement, le titre des Lakers, c'est pas grâce à Frank Vogel. Enfin, c'est le coach. C'est grâce à Anthony Davis. il a réussi à faire taire tout le monde quand même. Hein. Oui. C'était une Mais même Nick Nurse, bravo. ouais, elle était belle. Même Nick Nurse, je pense que coach rookie et coach rookie champion, pour moi, ça t'envoie au Hall of Fame, ça. Alors, et si t'es champion, Dans 10 ans, 20 ans, est-ce que si t'es champion en tant que joueur, ouais, et qu'en plus t'as un documentaire Netflix, tu vas au Hall of Fame. La transition est toute faite pour parler du documentaire qui est sorti sur Netflix autour de Lamar Odom, joueur chez First Team qu'on adore. Thomas et moi, on est des grands fans de la première heure de Lamar Odom. Moi, dès que je me souviens de sa draft en 98, quand il sort de Rhode Island, il hésite à y aller, à revenir. Parce qu'en fait, ceux qui ne le savent pas, c'est que Lamar Odom aurait dû être numéro 1 de draft. ouais. Mais parce qu'il hésite à aller vraiment à la draft, en fait, il se rétracte avant de revenir, ça le fait descendre. Mais Lamar Odom aurait dû être un numéro 1 de draft. On a vu ce reportage, et moi, je te cache pas que Lamar Odom, Ah ouais. eh ben, dans ma hiérarchie de cœur, il est quand même bien descendu. Ah bah, Pendant que Khloé Kardashian, elle, est remontée très haut. Non, mais c'est Et vrai. non, mais pour le coup, bravo madame. Allez regarder, hein, ça dure 1h20, 1h30, un truc comme ça. C'est dans les Untold Stories. Vous vous souvenez, ils avaient parlé lors de l'épisode 1 de la bagarre du palace de il y a 20 ans. Là, je te rejoins complètement, c'est que on y va pour voir l'histoire terrible qu'on connaissait un petit peu avant le documentaire d'un joueur qu'on adore, champion avec les Lakers, proche de Kobe, tout ce qu'on aime. Champion du monde. Champion du monde, t'as raison, en 2010 et tout. Il y a plein de trucs à raconter. Je sais qu'il a vécu des trucs terribles entre la drogue, la perte de ses proches, il a perdu un enfant, sa mère, bref, compliqué, très compliqué, on le savait. Je regarde ça, je fais ah ouais, alors c'est pas un exemple, mais bon, à la rigueur, mais ça raconte des histoires et des troubles d'un mec qui s'en est pas sorti. Il a même pas le truc à la fin où je me dis putain, il est repenti. Je suis resté à la fin, je me suis dit putain, je suis pas bien parce que c'est un gars que j'aimais bien. Ouais. Et là, je peux pas aimer ce mec-là en fait, parce que ce qu'il a fait sur 10-15 ans, en fait, tu peux pas accepter ça. C'est terrible. La dernière phrase du reportage, je trouve en fait, si t'hésites encore à dire ah ouais, je l'aimais bien, mais en fait là il fait des... Ouais. Peut-être que ça va mieux. Et la dernière phrase du reportage, je me dis oh non, mais en fait c'est mort, en fait c'est. Ouais, c'est clair parce qu'il y a. Tu vois, tu l'as vu toi, Arthur? Non, j'ai pas vu. Mais là, regarde-le. Ça va pas tarder. Tu vois, il y aura un documentaire sur Dennis Rodman par exemple. Dennis Rodman, on a beaucoup d'empathie pour lui et même les histoires. Franchement, nous on adore les histoires des mecs qui sont complètement ouf. Tu vois, que ce soit des sportifs, des chanteurs, on adore ça. Moi, franchement, on s'en régale, on en parle tout le temps entre nous. Là, c'était pas drôle. Là, tu vois, à la fin, j'étais pas... Non, c'était pas drôle. J'ai pas kiffé. Et t'as raison. Bravo, Khloé Kardashian. Ayez une Khloé Kardashian dans vos vies, hein. Oh la vache, bravo, madame. Hein. Je pense que dans le reportage, Lamar Odom, il en sort vraiment pas grandi. Ah ouais. Mais alors, elle en sort grande dame. Hein. Et puis, surtout quand tu te rappelles son âge à l'époque, elle a 24 ans à l'époque, ce qu'elle fait pour son mari, alors qu'ils sont en instance de divorce. Bravo. Grand bravo. Allez voir et donnez-nous vos avis, c'est intéressant. Exactement. Voilà. Allez, vous allez donner vos avis aussi sur les Knicks, parce que là, ils sont pas aussi loin que Lamar Odom dans la déchéance, mais on est peut-être pas loin avant que les playoffs arrivent. Oui, je donne le ton. Aïe, New York. Mais Knicks, on va en parler dans ce débat. Et ils ont gagné. Hier soir, on va commencer avec l'info la plus chaude, l'info la plus positive. C'est qu'après une série de 3 défaites assez vilaines, les Knicks sont allés se rassurer gentiment du côté de Memphis avec une victoire 130-119 sans Jalen Brunson. On a vu que c'est OG Anunoby qui a mis la cape de leader. Il s'est blessé au poignet d'ailleurs, faudra suivre ça. Mais on va voir le bilan d'ailleurs de cette saison collective. Ils sont actuellement 3e de la conférence Est, 49 victoires, 28 défaites. Et quand on voit ces chiffres-là, quand on voit la saison qui a déjà été couronnée de succès avec la victoire NBA Cup, le premier constat qu'on se fait pragmatique avec un titre et des bilans plutôt corrects, c'est pas trop mal. Ben oui, mais c'est vrai, si on prend le bilan comptable,
C'est pas trop mal, c'est même plutôt bien. Les Knicks vont enchaîner une 3e saison consécutive à 50 victoires au minimum. Très bonne nouvelle, c'est pas arrivé depuis quand? Depuis Patrick Ewing. Donc déjà, soyons dans le positif Connais pour pas. l'équipe. Patrick Ewing, un bon joueur des années 90. Belle coupe de cheveux, beau high top. C'est positif parce que les résultats sont là, d'un point de vue purement comptable. C'est une équipe qui a réussi à gagner des gros matchs, c'est une équipe qui a réussi à gagner la NBA Cup, c'est une équipe qui a réussi à faire des belles séries de victoires. C'est une équipe qui a un style de jeu, une identité, enfin... ce qu'elle imagine être une identité, d'une grosse défense il y a 2 ans, une équipe qui est bien meilleure en attaque, et on sait qu'en play-off, c'est aussi en attaque qu'on gagne des titres, au moins qu'on gagne des séries. Donc moi j'ai envie de rester d'un point de vue purement comptable, plutôt positif. Je laisse Arthur y aller maintenant pour louer les louanges de nos amis Knicks. Arthur, comment on peut expliquer du coup que les chiffres sont pas trop mauvais, même si Non, mais moi, non, sont plutôt bon. Faut dire, c'est bon. je vais mettre un bémol là-dessus. Donc bon, selon Thomas, Ah, va dire ça à Orlando, alors. pas trop mauvais pour moi. Les attentes sont pas les mêmes. Ah bon? Et pourquoi on a ce bittersweet comme ça dans ce petit goût amer en bouche? Je pense qu'on a ce goût amer parce que effectivement le résultat comptable est bon, mais les conditions et le contexte font qu'on aura attendu une bien meilleure saison et encore plus notamment sur le plan comptable. Si on reprend l'année dernière, il y avait les Boston Celtics qui étaient en pleine bourre avec leurs 2 stars. Ils perdent leurs meilleurs joueurs ou en tout cas presque leurs meilleurs joueurs. Indiana, même chose. Philadelphie, un match sur 2, tu ne sais pas qui est-ce qu'il va avoir. Orlando et Atlanta. Milwaukee. Orlando et Atlanta qui déçoivent au bout d'un moment. Si au début de saison, on nous avait dit que tout ça allait se passer, tu mets New York tout en haut et tu mets la 2e équipe à l'Est avec 5 ou 10 victoires de moins. Donc en soi, oui, ils vont atteindre les 50 victoires, c'est une bonne chose. Mais honnêtement, on ne peut que être déçu. Surtout qu'ils n'ont pas eu de blessés majeurs. Ils ont l'expérience de l'année passée. Au bout d'un moment, c'est une équipe qui aurait dû rouler sur sa conférence. Rouler. Pour temporiser par rapport à ce que dit Thomas, c'est que pour moi, 3e de la conférence Est, c'est le minimum syndical. Mais ils y sont. Revenons, oui, mais ils sont dans le minimum syndical. Revenons au mois d'octobre, quand la saison NBA se lance. Les Knicks sont les grands favoris. Oui. Ils ont fait, pour la première fois, atteint la finale de conf. Et ils perdent d'une manière où on se dit, tiens, finalement, cette défaite qui fait vraiment fait mal au cul, ils vont revenir plus fort. Il y a un nouveau coach. Donc, en fait, 3e aujourd'hui, pour moi, c'est le minimum syndical de cette équipe-là. On se fait pas virer parce qu'on fait le minimum syndical au travail. On se fait virer parce qu'on se met dans la mouise. Et c'est pour ça que je parlais d'Orlando, évidemment, avec défiance. Parce que c'est une équipe qui n'est pas aux attentes de tous. Et on est tous d'accord ici pour dire, ils devraient être premiers de la conférence Est. On les imagine hors Boston, on va dire, se qualifier pour les finales NBA. Ils ne sont pas dans les attentes. En C'est fait, une réalité. moi- Mais moi, j'ai pas envie qu'on vienne me dire aujourd'hui, tu sais, limite, vu ce que j'ai vu là sur les 3/4 de la saison, 90% de la saison, moi, je sais que c'est mort. Moi, je pense que c'est une équipe qui a des certitudes. La NBA Cup va dans ce sens-là. C'est une équipe qui connaît le chemin des playoffs. C'est une équipe qui ne joue pas bien au basket, mais qui ne joue pas bien au basket depuis 2 ou 3 ans. J'aurais aimé avoir un semblant d'évolution. C'est pas le cas. Mais c'est une équipe qui se connaît tellement bien qu'elle sera capable, je pense, à l'instant T, de faire démentir les plus haters, mais en tout cas, au moins de retourner en finale de Ça, conférence. pour moi, ce que tu viens de me faire là, c'est un article de presse d'un journaliste qui essaie de trouver des solutions. La réalité sur le terrain, très bien. c'est pas la même. C'est que cet été, il y a quand même eu un changement important. C'est qu'on a dit à Tom Thibodeau, frérot, merci pour tout. T'as remis de l'ordre dans la boutique, mais avec toi, on connaît la limite. C'est vrai. On est allé chercher un nouveau coach. Alors, qui est sensiblement dans les mêmes. On va voir les différences entre la saison dernière et cette année-là. On est sensiblement dans la même chose. Moi, j'attendais quand même de la nouveauté, de voir des choses dans le jeu, défensivement, des plays, et surtout des plays en attaque un système de jeu un petit peu moins prévisible. Aujourd'hui, oui, les chiffres, on peut débattre 2 heures là-dessus, bon, pas assez bon, moyen. Moi, surtout, dans le ressenti, je ne sens aucune évolution par rapport à ce que faisait Tom Thibodeau la saison dernière, Arthur. Ouais, les petites évolutions qu'on peut voir, c'est peut-être une utilisation ou une implication dans le jeu un peu moins importante de Karl Anthony Towns, ce qui en soi n'est pas une mauvaise nouvelle, je trouve. C'est bien de pouvoir responsabiliser un petit peu plus le reste de l'équipe. Mais effectivement, lorsque tu fais un changement de coach avec un groupe qui se connaît aussi bien, qui a un ancrage aussi fort, tu pourrais attendre un peu plus de variété dans le jeu. Moi, là où je suis très déçu, c'est que Mike Brown n'a pas réussi à avoir une marque hyper forte à domicile. Je trouve qu'ils ont perdu beaucoup trop de matchs, notamment certains matchs les dimanches où à chaque fois j'étais un petit peu frustré. Et j'aurais aimé qu'ils soient vraiment les big boss au Madison Square Garden vraiment sur toute l'année, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Et en fait, là, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'ils risquent de terminer 3e et dans une hypothétique demi-finale de conférence à l'Est contre Boston, Sans l'avantage du tu terrain. n'as pas l'avantage du terrain. Ouais. Et en fait, Il l'avait pas l'année dernière. il l'avait pas l'année dernière, mais sauf que cette année,
c'est pas pareil. Cette année, c'est pas pareil. Et tu dois au moins avoir l'avantage du terrain dans une confrontation hypothétique face à Boston, parce que Boston, ils sont plutôt très bons à domicile. New York est plutôt très bon à domicile. Et là, pour moi, c'est un risque énorme. Donc, ils ont pas bon à l'extérieur, surtout les Knicks. Pas bon à l'extérieur. Ils ont peut-être un peu plus la possibilité de pouvoir se rattraper sur la fin de saison et repasser deuxième, mais ça va être compliqué. Ce qui est terrible dans le ressenti qu'on va tous avoir sur les Knicks cette saison, c'est que toutes les équipes NBA ont des moments forts. On peut parler des Lakers, par exemple, qui ont des vrais temps forts et qui ont des vrais temps faibles. Les Knicks, alors là, on peut pas faire pire. On se souvient, en janvier, série de défaites catastrophiques. On avait fait une libre antenne. Erwan était très vindicatif en disant ils sont nuls. Enfin, tu vois, vraiment. Et moi, je te disais, faut tempérer ces moments-là. Derrière, ils réagissent avec une énorme série de victoires. On s'en souvient. Tout le monde se dit, les Knicks sont revenus. Puis derrière, ils réenchaînent avec une série de défaites. Puis après, ils enchaînent là les 7 victoires d'affilée face à absolument personne. On fait une équipe. Je pense qu'on peut les accrocher, les Knicks. Et ils font leur petit road trip. Et ils se font taper contre Houston dans un match. Il faudra qu'on y revienne, où ils sont sans solution, ils sont catastrophiques. Ils perdent à OKC. Bon, ok. Ils perdent à Charlotte. Ce qui fait mal dans les duels de premier tour de conférence Est. Tu dis, admettons que Charlotte finisse 6ème, c'est peu probable. Est-ce qu'ils seraient pas capables d'y avoir un upset là-dessus? Voilà. Donc le problème, c'est qu'ils n'ont pas de certitude. Ils n'ont aucune certitude, à part le fait d'avoir confiance en eux-mêmes, parce qu'ils ont l'expérience par rapport à tous les autres groupes, à part celui de Boston, parce que c'est une équipe qui joue d'une telle manière qu'il n'y a que en play-off où on peut voir la quintessence de ce jeu, le jeu direct, le bully game de c'est Charal, ça, hein, c'est pas les Knicks. Hein. C'est un peu les Knicks, hein. C'est un peu les Knicks, ça. On va ça comme ça, là. Moi, j'ai une question pour vous. Vous n'allez pas répondre tout de suite parce que je veux qu'on aille sur autre chose. C'est quoi l'ADN de cette équipe-là? Aujourd'hui, quand tu es un coach comme Mike Brown qui arrive derrière Tom Thibodeau, pour moi, la première chose à faire, c'est de marquer ton territoire par mettre une ADN en place. Un ADN en place. C'est quoi l'ADN de cette équipe aujourd'hui? C'est une équipe qui est 6e meilleure attaque, c'est une équipe qui est 8e meilleure défense. Quand même. Non mais c'est pour ça que dans les chiffres, on en revient à ces chiffres-là qui sont pour moi des trompe-l'œil. Je trouve même que l'attitude des joueurs est plutôt ok, même si on voit des choses, et notamment on va revenir sur le match de Houston, où quelque part je me dis, il y a un truc qui est en train de grincer. Le match à Houston, tu fais une entame dramatique. Tu reviens dans le match à 6 points en premier temps parce que tu mets Alvarado qui va mettre un peu plus de lien. Finalement, tu ressors Alvarado, tu finis la mi-temps avec une passe décisive à Anunoby qui met à 3 points, tu reviens à moins 12, un truc comme ça. Tout le monde sort à la mi-temps en faisant la gueule. Tu reprends le 3e quart-temps, il remet son 5 majeur et tu reprends un éclat. Donc en fait, Mike Brown fait exactement ce qu'on reprochait à Tom Thibodeau. Oui, peut-être, mais là où tu as entièrement raison, c'est que ils sont catastrophiques dans les entames. Donc il y a bien un problème avec le 5, qu'on connaît tous en plus, hein. C'est le 5 proposé depuis des années, avec Josh Hart, Karl Anthony Towns, etc. Il n'y a pas Mitchell Robinson, c'est le 5 habituel, Michael Bridges, Brunson et OG Anunoby. À Charlotte, il faut une entame kata. À Houston, il commence quand même avec un 14-0, après il y a 17-3, après il y a 22-5. Je fais, mais attends, ils vont se réveiller à un moment donné. Le pire, c'est qu'ils arrivent un petit peu à revenir quand les rotations s'ouvrent. Ça, ils ont de l'orgueil. Donc, oui, là où je te rejoins complètement, c'est que on sent pas la bonne alchimie pré-playoff. Normalement, ce moment-là, le mois de mars et début avril, c'est là où tu montes en puissance. Tu montes en puissance. Tu vois Denver, tu vois San Antonio, les Lakers, tu vois, tu commences à avoir ça veut pas dire que ça va bien se passer en playoff, mais en tout cas, il y a un semblant de montée en puissance. Là où tu as raison, c'est que les Knicks aujourd'hui, ils sont sans solution, sans énergie supplémentaire pour aborder les playoffs comme il faut. Mais tu vois, Carmelo Anthony, après le match, j'ai regardé le débrief du match là avec Carmelo Anthony notamment, il y avait Vince Carter aussi. Et Carmelo Anthony, il dit je ne comprends pas ce que je vois. Je ne comprends pas ce que... C'est pour ça que je vous pose la question de l'ADN. Je ne comprends pas ce que je vois. Et je le rejoins. Carmelo, ça me rassure de l'avoir entendu presque dire ça, parce que je ne comprends pas où veulent aller ces Knicks-là. Et évidemment, on va revenir sur le style de jeu. Et on va commencer à parler d'un homme, parce que c'est lui qui a la balle la plupart du temps, c'est Jalen Brunson. Moi, je veux qu'on ouvre le dossier, et pas le procès, mais le dossier Jalen Brunson, qui est un joueur très très fort, qui fait encore une magnifique saison, vous le voyez en stats, avec plus de 26 points par match, quasiment 7 passes, des bons pourcentages. Mais je trouve qu'aujourd'hui, le système fait autour de Jalen Brunson est une limite claire et nette aux ambitions des Knicks. Moi, ça ne me dérange pas qu'un mec comme Jalen Brunson ait énormément la balle, il taffe, on sait qu'en playoff, il sera clutch, et tu vois, je préfère l'avoir dans mon équipe sur une fin de match, plutôt que de ne pas l'avoir dans mon équipe. Et l'année dernière, au final, il se blesse, et c'est peut-être aussi ça qui a fait du mal contre les Pacers. Maintenant, est-ce que
sur ce profil-là de joueur qui a énormément la balle, qui joue tous les écrans, etc., est-ce qu'il n'est pas un cran en dessous de tous les Lucas, de tous les Shai, etc. Merci. Si, mais est-ce qu'aujourd'hui, ils ont les moyens de faire beaucoup plus? Je suis pas sûr. Donc, qu'est-ce que tu appelles les moyens de faire beaucoup plus? Moi, je pense que collectivement, Dans le jeu, tu parles dans le jeu, collectivement, avec le tu casting, prends le roster, le casting de cette équipe-là, bien sûr qu'il y a moyen de faire mieux. Bien sûr qu'il y a moyen de faire mieux. Et je vais te dire un truc. Hier, j'en parlais avec Thomas sur la Wina TV sur Clutch. Il y a Alvarado qui est arrivé. Je parle pas de Jeremy Sohan qui est arrivé, qui, je pense, dans le playmaking, il aurait peut-être pu amener des choses. Il le fait pas jouer. Alvarado amène des choses. Son utilisation, pour moi, elle est pas assez importante. Mais tu veux pas le décaler en poste 2 sur des phases importantes parce que Alvarado va faire des choses de meneur où il va plus faire jouer les autres d'abord et le décaler en poste 2. Ouais, je suis désolé, Armand, pour moi, c'est pas Alvarado sur lequel tu dois faire des ajustements. Je te parle d'ajustement, je te dis pas de changer, mais pourquoi c'est non, mais là, ce que tu es en train de dire, c'est que tu espères, même pas tu aimerais, tu espères qu'en playoff, il y ait des fins de match Alvarado et Brunson. C'est ça que j'entends. Et que dans ton esprit, cette rotation importante, hein, c'est vrai, tu joues avec 2 meneurs et tout, et Brunson en 2, ça peut vraiment faire passer un cap à l'équipe. C'est ce que tu es en train de dire. En tout cas, ça peut te rendre moins prévisible. Je prends la fin du match à OKC, où les Knicks, en plus, font un bon match. Oui. À peu près. Font un bon match. Oui, l'autre est trop fort. De toute façon, au Hero Ball, ce sera toujours Shai qui va gagner. Certes. Donc on en revient au fait que Brunson n'appartient pas à cette table où il y a des Lucas, des Shai, mais on n'apprend rien finalement en vous disant ça. Par contre, la fin de match offensive des Knicks à OKC, elle me pose un problème. Parce qu'aujourd'hui, toute la ligue, tout le monde entier sait comment les fins de match des Knicks vont se passer. Bala Brunson, à qui on va mettre une pression monumentale sur la balle, l'orienter à droite. Donc lui, en plus, quand tu l'orientes à droite, il veut tout faire pour revenir à gauche. Du coup, il demande des pick and roll quasiment 30 cm après avoir passé la ligne médiane. Et tu te retrouves avec des attaques qui n'ont aucun sens. Et il force. Il a ce truc, Brunson, de forcer. Et les fins de match, on sait exactement ce qu'il faut faire pour empêcher ces Knicks. Et le fait que le Brunson ultra clutch, cette année, je trouve qu'il l'est beaucoup moins parce que les gens savent ce qu'il faut faire. Mais d'un côté, en playoff, j'ai pas de doute, tu vois. J'aurais pas de doute sur son côté clutch en. Je sais pas, tu veux qu'on se remette les 2 matchs, les 2 premiers matchs contre Indiana l'année dernière au Garden, il est clutch. Je te dirais que, en tout cas, moi, c'est pas ce qui m'empêchera de lui donner la balle. Mais par contre, je suis d'accord avec toi sur ça. Et moi, là où je voulais revenir ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que l'utilisation de Mike Brown de certains joueurs, moi, ça m'a posé un petit peu un souci. Je vais te prendre l'exemple de Jordan Clarkson qui, quand il joue des fois à un niveau exceptionnel et qui des fois n'a pas joué pendant genre 10 matchs d'affilée et des fois il remet le nez à la fenêtre. Et pour moi, typiquement, dans la gestion d'un effectif, c'est un peu catastrophique de ne pas pouvoir donner plus de régularité et plus de confiance à un joueur comme ça, parce qu'à l'approche de playoff, typiquement si tu as Brunson pour lequel c'est un petit peu compliqué, je préfère avoir un deuxième playmaker qui est Jordan Clarkson sur des temps courts, sur des temps très courts, peut-être 2 minutes par-ci, 2 minutes par-là dans les derniers instants du match, plutôt qu'un José Alvarado où j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de sérénité. Mais Alvarado, je pense pas forcément aux fins de match, hein. Je pense même dans des moments importants de match où tu es en retard, où tu veux gérer une avance. Ouais, il aura son temps de jeu. Mais je veux, plus que du temps de jeu, j'aimerais bien que décaler Brunson en 2 par moment, lui enlever un peu toute la fatigue. C'est comme ça qu'ils ont été champions de NBA Cup. Là où je te rejoins complètement sur l'utilisation des hommes sur la longueur. Comment Tyler Colec, on l'a pas plus vu. Là, il a rejoué hier contre Memphis. Alors, franchement. Mais il aime pas Tyler Colec. Oui, mais sauf que moi, j'aime bien quand. T'as raison, hein, mais j'aime bien quand les gens se basent sur ce qui a marché dans des moments où il y avait un truc à gagner. Il y a une NBA Cup qui est apparue il y a 3 ans. Bon, on utilise ce qui s'est passé. Tyler Colec, il est exceptionnel, le mec. Hier, il n'y a pas Jalen Brunson qui joue contre Memphis. Ils ont dû s'employer. Hein. Kat est en triple-double. Il s'est passé quand même un truc sans Brunson où on a revu des mecs. On a revu Clarkson. On a revu Tyler Colec. Alors, on n'est pas en train de dire que c'est eux deux qui vont faire la différence, mais c'est juste les line-up et la manière de jouer quand il y a ces joueurs qui sont sur le terrain. Et là où on est tous d'accord, c'est que Mike Brown n'est pas arrivé avec « j'ai un playbook très différent de Thibodeau » et vous allez le voir dès le début. Pourtant, au training camp, vous vous souvenez, hein, il y a beaucoup plus de jeux en mouvement. Vous vous souvenez de ça? C'est pas vrai. Au training camp, au Media Day, sur les matchs de prépa, tout le monde disait « Ah, vous avez vu, les Knicks, ils essayent de se faire des passes. » Vous vous souvenez de ça? Bon, ça n'a pas duré. Moi, un truc qui me saute aux yeux quand je regarde jouer les Knicks, c'est comment l'attaque, on l'a dit hier, hein, à la serpe. C'est que le nombre de tirs contestés qu'ils prennent sous les 10 secondes, parce que derrière, il y a un mec qui a essayé de faire un 1 contre 1, mais il est bien défendu, donc il va chercher une passe 4, le premier, et qui fait des choses comme ça. Il y a très peu de...
un peu bam-bam, et t'as un tir ouvert, un décalage propre, un mec qui coupe ligne de... Il y a peu ça. Hier soir, il y avait un peu. Bon. Anunoby qui fait une super saison, qui a pris beaucoup de place à côté de Kat, notamment, ce qui peut expliquer la saison un petit peu en deçà de Kat. Mais il y a beaucoup de trucs à la fin des 24, à l'arrache. Alors, comme c'est des mecs costauds et qui ont la bonne attitude, ils arrivent à s'en sortir. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est dur, quoi, en attaque, de se faire 3 passes d'affilée. Ah non, C'est pas une très belle équipe c'est pas une équipe plaisante à voir jouer. Ça, c'est vrai. Mais moi, mon problème, c'est que là, le parti pris de départ, c'est ils sont pas bons, ils sont pas aux attentes, ils vont pas assurer en play-off. Moi, je préfère me baser sur la réalité de ce qui se passe. C'est-à-dire que oui, cette année, ils sont forts avec les faibles et ils n'arrivent pas à être très forts quand il y a une vraie équipe en face. Ça, c'est une réalité. Maintenant, c'est un corps de joueurs avec maintenant de l'expérience, des mecs qui se connaissent, des mecs qui ont passé les tours de play-off, qui sortent je le disais tout à l'heure, 3 années de 50 victoires. Moi, je vois pas pourquoi cette équipe, je la mettrais largement en dessous de Boston. Je ne vois pas pourquoi je la mettrais pas au-dessus de Détroit quand Kate, si un jour il revient à 100%. Pour moi, c'est une équipe qui est minimum syndical de saison régulière, mais que j'attends en finale de conf. Mais pour moi, Pour moi, quand tu fais le minimum syndical en saison régulière, c'est que t'es champion. On a vu des champions. Après, on se souvient Milwaukee, quand ils sont champions, ils luttaient plus pour être premiers. On l'a vu avec Boston aussi. Donc ça, je peux le comprendre. Eux, le minimum syndical, en fait, pour moi, ça veut plus dire que putain, on trouve pas la solution que on attend les playoffs. Ouais, je sens pas. Ils n'ont pas de marge. Ça, c'est la conférence Est qui est comme ça. L'année dernière, Indiana, ils finissent pas premier de la conférence Est. C'est-à-dire que chacun a son histoire avec des hauts et des bas. Et certes, c'est une saison régulière de hauts et de bas. Mais moi, ce que je peux pas entendre, c'est on va limite les enlever, tu sais, parmi les favoris. Pour moi, ils sont toujours chapeau 1. Et un chapeau 1 où il y a beaucoup de monde. Attends, quand tu dis c'est un chapeau 1, sombrero, c'est Chapeau quoi. 1 la conférence Est. Ah oui. Parce que l'attente, on est d'accord, c'est ils vont en finale. Ouais. Si certains pensent qu'ils vont être champions, ça vous regarde. Ils sont, mine de rien, chapeau 1 de la conférence Est. Et donc, demain, il y a une série contre Boston. Demain, il y a une série contre Détroit. Demain, il y a une série contre je te prends les meilleures équipes, tu vois. Et ben, ils seront soit à 50-50, si c'est Boston, sinon légèrement favoris dans mon esprit. Allons un petit peu sur du cas par cas dans cette équipe-là, parce qu'il y a aussi quand même des joueurs, quelque part, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. On va voir un petit peu le supporting cast autour de Jalen Brunson et de Karl Anthony Towns, et ça va forcément faire parler. Évidemment, OG Anunoby, c'est la vraie satisfaction cette saison, il n'y a rien à dire. Autour de Karl Anthony Towns, il fait son job. Et surtout, il s'est pas blessé, il a réussi Pour à une trouver... Non, mais ouais, voilà, il a réussi à trouver la régularité et au vu de son contrat, c'est vraiment bravo, notre ami OG Anunoby. On est plutôt OK. Moi, c'est ma grande satisfaction côté Knicks cette année au Anunoby, même si je suis pas assez surpris. Mikal Bridges. Moi, je vais vous le dire, j'ai un problème avec Mikal Bridges. Parce que ce garçon-là, il rate pas un match, souriant, il fait son job, on le voit, les stats sont assez corrects. C'est dommage qu'on n'ait pas mis le salaire quand même qui va à côté, parce que c'est quand même le salaire d'une deuxième, peut-être troisième option minimum, si on veut. Et puis surtout, c'est un mec, 0 dépassement de fonction. Et en plus, il rajoute à ça, dans les money time, c'est Casper, il aime bien se planquer. J'ai l'impression que c'est un petit peu un fonctionnaire du game. Il connaît son métier, il sait ce qu'il doit faire pour remplir des lignes de stats, pour pas trop que la presse lui tombe dessus, mais il y a 0 dépassement de fonction. Et ça me pose un problème. Son équipe a besoin d'avoir un mec comme ça. Au bout d'un moment, tu peux pas. Enfin, malheureusement, là, il est quoi aujourd'hui? Les 4e options des Knicks? Avec Brunson qui fait que de dribbler, qui est pas un super playmaker. Karl Anthony Towns, il passe sa vie à regarder le cercle à être trop large. Il faut fournir au Anunoby. Mikal Bridges, on en attend quoi en fait? Je comprends le dépassement de fonction, mais c'est une équipe de basket à un moment donné. On n'est pas là sur Touquet. Il faut à un moment donné qu'il y ait un glue guy, qu'il y ait un gars qui remplisse les basses besognes. Heureusement qu'il est là pour défendre sur les meilleurs arrières adverses. Il est linéaire. C'est pas lui. Il est linéaire. C'est pas lui le premier défenseur sur les meilleurs joueurs adverses. Si tu veux, c'est Anunoby, c'est Josh Hart. Bah pas sur les extérieurs, tu parles? Sur les extérieurs, les petits. Anunoby s'envoie des arrières. Hein. Moi, je te dis que ce gars-là, tu as besoin de sérénité dans une équipe, surtout quand tu joues aux Knicks. Mikal Bridges, je vais pas lui tomber dessus. Je lui tomberai dessus s'il passe à côté de ses playoffs. C'est une équipe que j'attends en playoffs. Donc là, on peut prendre les stats. On peut pas tomber sur Mikal Bridges, là, quand même. Non. Tu peux attendre mieux, comme toujours. On peut toujours attendre mieux des mecs. Il peut être à 25%. 0 dépassement de fonction. 0 dépassement. Tu vas pas lui en vouloir. J'ai commencé par dire, il fait le taf. Regarde, on le voit. On devrait s'arrêter là-dessus. Mais dans une équipe de basket, on aime, parce que ça reste pour moi un des leaders en plus, avec leur délire Villanova, c'est eux qui tiennent le vestiaire. Et je te dis, ça a l'air d'être une équipe assez saine. Mais, et pas Arthur Sen. Mais. Tu vas reprocher un mec, à tous, tu vas leur reprocher un mec, c'est ça, un truc? Enfin, là, parce que là, toi, t'es d'accord avec ça, Bridges, en fait, Bridges, c'est que, oui, factuellement, tu as raison, il n'y a pas de dépassement de fonction, mais comme disait Thomas, c'est la 4e option d'une équipe. Voilà, ça me paraît compliqué de faire beaucoup plus. Tu vois, si demain. Je sais pas, quand il signe, c'est pas la promesse quand même, mais allez-y. Ouais, après, c'est l'histoire d'un groupe, quoi. C'est la 4e option. Qu'est-ce qu'on attend des mecs? Contractuellement, il y a moyen que ça soit le 4e contrat aussi. Je suis pas sûr qu'il ait un meilleur contrat que OG Anunoby qui a signé 200 millions et que les deux autres. Donc, enfin, bref. Moi, Josh Hart,
c'est un super joueur. Oula. Non, mais quand je commence comme ça, c'est pas bon. C'est un super joueur. Il est gentil, voilà. Bref, tout ce que je veux dire, mais en fait, j'ai l'impression que l'aura qui est un petit peu autour de lui, je dis pas qu'il est surcoté, mais waouh, il bénéficie d'un crédit quand même par rapport à ce qu'il amène. Alors oui, c'est un bon rebondeur, il est capable de faire pas mal de bonnes défenses, il entre généralement bien dans les matchs, il arrive à trouver de l'adresse, c'est le chouchou du Madison Square Garden et tout. Mais ce qu'on en fait, je pense qu'on en fait un petit peu trop et que ses stats sont peut-être un peu surévalués et son statut aujourd'hui est un peu surévalué à ce que factuellement il est sur le terrain. Moi, c'est mon avis. Parce qu'à New York, quand tu fais du bruit, quand tu fais des mouvements, quand t'es moi je l'adore. Encore une fois, l'attitude. Ouais. Tu dis que je suis très dur avec les joueurs. Moi, je trouve que toute l'attitude des joueurs des Knicks, elles sont bonnes. Il n'y a pas un mec qui a un mauvais geste envers un coéquipier et tout. C'est une équipe vraiment saine. Moi, je te rejoins sur Josh Hart, sur le fait et notamment, et là, tu me parles de playoff. En playoff, on va arriver sur un truc qui s'appelle le demi-terrain. Josh Hart sur demi-terrain. On n'est pas loin d'un illettré. Hein. Ça, c'est vrai, mais l'avantage du basket, c'est qu'il faut courir et que c'est le seul. On est en playoff, on court moins. Ouais, mais on peut pas être en playoff quand ça t'arrange et en saison régulière quand ça t'arrange. Non, Thomas. C'est la première fois que cette équipe, on va la voir en playoff, parce que l'année dernière, Josh Hart, il était là. Hein. Josh Hart, il est parfait dans ce rôle, 5e meilleur joueur du 5 majeur, ou je suis 6e homme parce que je mets Mitchell Robinson. C'est le fusible élémentaire de cette équipe. Il n'y a pas de souci, il va pas faire la gueule. C'est l'un des meilleurs, parce qu'il y a Luka qui existe quand même. C'est peut-être le 2e meilleur rebondeur des arrières. C'est un gars qui a une valeur d'espace incroyable, qui a toujours des lancers, du cœur, etc. Alors oui, vous avez raison, c'est pas Jokic. Mais en fait, il faut prendre les mecs pour ce qu'ils sont, pas pour ce que vous aimeriez qu'ils soient. Donc oui, t'as raison, quand il y aura des problèmes sur demi-terrain en play-off, j'espère qu'il sera sur le banc dans les grands moments, et que tu auras peut-être Alvarado à la place, ou Kolek, ou ce que tu veux. Mais il faut prendre les mecs et les prendre pour leur qualité. Et Josh Hart, il apporte des trucs que personne d'autre n'apporte de la course. C'est toujours lui qui est là, et Oji aussi. Ils sont capables tous les deux de courir, d'avoir une passe de relance, d'aller chercher des end-one, des fautes un peu en mouvement. Là où Jalen Brunson sera toujours en train de dribbler. Donc c'est peut-être lui qui est le seul qui va amener de l'alternance au moins dans la course. Donc moi je pense qu'il est un peu surcoté. C'est juste un bon joueur qui est dans un 5 majeur d'une équipe qui était en finale de conf l'année dernière. Je pense que personne ne dit autre chose. Il n'est pas à 30 millions la saison. Donc qu'est-ce que vous attendez des mecs? Qu'est-ce que tu attends? Moi je pense que vraiment l'avis de fan, il faut juste sortir un peu de ça. Non. Alors, je t'interdis de réduire nos propos à des fans. Ça n'a aucun sens. Propos à toi. Non, mais même mes propos. Arthur vient avec sa vision. Encore une fois, on est d'accord, on voit les mêmes matchs. Ils font pas kiffer de ouf. Merci, donc on est d'accord. Oui, mais moi, je vais te dire ce que j'attends. J'entends, on dirait qu'ils sont à la limite du play-in, les mecs. Je vais te dire, mais non, c'est pas ça. Les attentes sont hautes. Merci, d'accord. Au bout d'un moment, on est en train de faire ça. Moi, en fait, le truc, c'est que là, tu disais qu'ils sont dans le first ballot à l'Est. Bah ouais, pour moi, ils sont méga favoris, je les mets tout en haut, mais sauf qu'ils se mettent pas dans les meilleures conditions pour pouvoir aborder déjà, et une nouvelle fois, le fait de ne pas arriver en demi-finale, potentiellement sans avoir l'avantage du terrain, contre Boston qui est en train de revenir avec Jason Tatum qui commence à faire des triples-doubles, waouh, ne pas avoir l'avantage du terrain, tu mets dans la merde. Le fait qu'il ne soit pas 1 et 2 déjà de la conférence Est, c'est déjà en soi, pour moi, une contre-performance. Maintenant, quand je dis qu'est-ce que tu attends de Josh Hart ou de Michael Bridges, moi, je pense que ce jeu-là, en plus, ultra stéréotypés sur demi-terrain, ne les aide pas. Ce que j'attends, et peut-être pas, t'as raison, faut prendre les mecs pour ce qu'ils sont. J'ai pas demandé à Josh Hart de faire du Luka Doncic. Par contre, je pense que si il y avait un peu plus de mouvement, un mec comme Josh Hart regarde ce qui se passe aux Nuggets avec des mecs comme Peyton Watson et tout. Il y a du jeu sans ballon, il y a des coupes. Mais bon, Jokic, on va pas comparer les 29 équipes. D'accord. Donc en fait, aujourd'hui, t'es en train de me dire qu'en NBA, un coach NBA arrête de crier. Mais c'est toi que tu commences à crier. Que tu vas m'expliquer qu'aujourd'hui en NBA, t'es New York, tu vises d'aller en finale NBA et tu peux pas me dire qu'on peut pas faire 3 passes avec du mouvement un petit peu plus. Je dis, propose-moi une autre équipe, s'il te plaît. Voilà, c'est tout. Ne me dites pas à Denver. Bah ouais, à Denver. Non, mais en fait, donnez-moi les Spurs, à Détroit. Très bien. Détroit. À Boston. Ok, et donc ces équipes-là sont forcément largement meilleures que les Knicks. Mais non, mais en fait, par contre, c'est les favoris au titre. Et au bout d'un moment, on attendait un peu plus de New York. C'est surtout. Mais je suis d'accord, j'ai commencé avec ça. Je suis d'accord avec vous. Autre question. Minimum syndical, ils sont 3e. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit Orlando, parce qu'il y a les attentes. Orlando, si on prend tous nos braquettes, on les voit tous avantage du terrain, on est d'accord. Mais personne les met en finale de la NBA, alors que New York, oui. On parle de la saison régulière. Moi, c'est pour ça que les attentes... Moi, je pense encore aujourd'hui que c'est une équipe qui devrait aller en finale de conf.
Ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément y aller, parce que de toute façon, il y a des gagnants et des perdants dans toutes les conférences. Mais moi, je vois un truc, c'est qu'une équipe qui a de l'expérience et qui a un jeu fait pour les playoffs. Ça me bute quand même qu'on me parle d'expérience. Parce que cette finale de conf l'année dernière, alors oui, dans les livres d'histoire, on va dire « Ah, ils ont retrouvé les finales de conf, c'était pas arrivé depuis 2000 ». Mais la finale de conf qu'ils font l'année dernière, ils sont dramatiques dans la gestion des fins de match, dans la gestion de l'avantage du terrain. Ils passent complètement au travers. Et je trouve qu'on le dit pas assez. Donc moi, cette expérience de finale de conf, oui, tu vas sur Real Manager, là, tu vois, ah, ils ont fait finale de conf. Mais la réalité de cette finale de conf, c'est qu'ils sont passés complètement au travers face à une équipe sur laquelle ils étaient favoris avec l'avantage du terrain. Si tu prends OKC et champion en titre, tu prends la saison d'avant face aux Mavs, ils passent complètement à côté de leur série. Et derrière, ils utilisent ça pour construire le titre de l'année d'après. Et mais ils n'ont pas attendu les playoffs pour montrer qu'ils étaient plus forts. Hein. Ouais, ils ont fait une énorme saison régulière. Bien sûr, mais c'est juste que, en fait, on fait dire ce qu'on veut à tout le monde. Une finale de conf, c'est un constat. Et ils ont perdu contre les Pacers qui ont failli faire 4 upsets pour la première fois de l'histoire. Donc, on dit ça comme s'il n'y avait pas d'adversaire. En fait, l'année dernière, Indiana, je parle plus de la forme de la défaite que le fond. Ils ont fait à Knicks, ils ont failli le faire à OKC, les grands favoris et tout. Donc en fait, ne prenons pas juste les Knicks comme s'ils étaient tout seuls, qu'il n'y avait pas d'adversaire. Le fameux de Thomas. Tu sais, on le met. C'est la bulle, en fait, c'est une bulle. Du coup, j'ai une question. On a vu un petit peu les lieutenants plus de cette équipe-là. Est-ce que on ne devrait pas essayer de trouver un nouveau 5 côté Knicks, de redécaler peut-être Karl Anthony Towns sur un poste 4, de faire starter Mitchell Robinson. C'est ce qu'il avait fait une fois mené 2-0 face aux Pacers l'année dernière en playoff. On se souvient que ça avait été plutôt intéressant. Thibodeau l'avait fait. Ouais, Thibodeau l'avait fait. Est-ce qu'on ne devrait pas essayer peut-être de modifier ce 5-là ? Moi, je pourquoi pas, mais je suis pas fan de Karl Anthony Towns en poste 4. Déjà que le gars n'est jamais dans la raquette, tu lui donnes des armes en plus pour pouvoir s'écarter. C'est une autorisation tacite de jouer à l'extérieur de la raquette. Et je pense que quand ce genre de profil-là, qui en plus est un super rebondeur, s'écarte encore plus du panier, j'ai du mal à le voir. Ouais, mais tu as Mitchell Robinson qui peut compenser le manque de rebond. Ouais, oui, bien sûr, mais j'ai du mal à je pense que Karl Anthony Towns est beaucoup trop important dans cette équipe pour que. T'aimes pas les associer tous les deux ? Pas en début de match. Okay. Pas en début de match. Peut-être que peut-être plus. Mais c'est quoi qu'on en dise, entrer dans le 5, la marque d'un 5, c'est quelque chose qui est hyper important pour la confiance des joueurs, qui est important pour le signal que tu veux envoyer à toute ton équipe et aux adversaires. Et en fait, je trouve que ça dénaturait un peu le message et la manière dont Karl Anthony Towns rentrerait dans le match. Et pour moi, c'est hyper important que ton deuxième meilleur joueur puisse être dans des bonnes conditions. Alors peut-être que lui, il aura la confiance. Pour lui, c'est le meilleur shooter intérieur de l'histoire. Il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est une autorisation tacite de ok, je suis moins concerné par le combat et moi avoir un Karl Anthony Towns qui n'est pas concerné par le combat, c'est pas bon. Après en playoff l'année dernière ils l'ont fait, ça a fonctionné, on le disait. C'est mon avis. Moi la question que je me pose c'est plutôt est-ce que Mike Brown va faire des choix, tu vois ça parce que Thibodeau pour le coup, lui il en a rien à faire, il a toujours fait des choix et quand on va en arriver à regretter ton Thibodeau. Mais c'est possible, hein, ils se font sortir au premier tour, on va dire ah bah c'était quand même mieux avec Thibodeau, mais c'est voilà le sport est fait comme ça. Moi je pense qu'à un moment donné, j'ai très peur de certaines rotations. Moi par exemple il y a de quoi, je dis pas qu'il doit jouer 20 minutes ou autre, mais je le trouve très bon sur le temps de jeu qu'il a. Moi, s'il fait des playoffs et qu'il joue 0 minutes, je serais même pas étonné en vue des choix. Il aime beaucoup quand même, non il aime beaucoup. Chamet, Modiawara, il y a des mecs, Mitchell Robinson. McBride, il aime beaucoup McBride. Qui a raté un mois, là, qui est revenu. Il y a quand même des mecs, a priori, j'espère qu'ils vont jouer, avoir des minutes, parce que sinon, c'est long les playoffs. Moi, ce qui me fait très peur avec Mike Brown, c'est que même à la NBA Cup, il a toute la saison, je trouve qu'il coach avec les chocottes. C'est un mec qui a peur de faire des choix. Ouais, c'est ouf, ça. Et je le trouve pas du tout serein et rassurant dans son coaching. Je trouve t'as raison, il a peur de faire des choix. Et quand t'as un coach, quand je vois des Joe Mazzulla à côté, qui ont une autre expérience certes, quoique finalement l'autre il est dans la ligue depuis bien plus longtemps que lui, je vois des coachs quand même qui je vois Mitch Johnson, alors oui t'as Victor Said, mais mec on fait des choix, qui dans la manière d'être, lui je sens que c'est un mec qui a peur sortir, de coacher ses titulaires. Après à sa décharge, là on a étudié le 5 majeur, c'est quand même 5 joueurs archi référencés, sur lesquels tu donnes pas mal de minutes et qui ont été habitués avec Thibodeau à jouer 35 minimum. Les choix forts, waouh, c'est vraiment des choix forts, plus pour réduire les temps de jeu de certains et faire des ajustements. C'est à sa décharge. Sans aller jusqu'à réduire, moi, peut-être que changer un 5, garder le même temps de jeu, mais peut-être changer un petit peu ton début de match, parce que c'est un vrai problème ces derniers temps, les débuts de match, faire rentrer des mecs un peu plus tard, avoir peut-être un vrai lead, parce que sur le banc, regarde, Mitchell Robinson, c'est un mec qui défend, qui va rebond, c'est pas un leader. Modiawara, on adore ce qu'il fait, alors il a fait quelques matchs dans le 5 parce qu'il a des blessés, mais il sort du banc, Clarkson, super, sur de l'adresse, mais c'est pas non plus un leader. McBride, c'est pas un leader. Chamet, c'est pas un leader. Il manque aussi peut-être un vrai leader de banc.
Josh Hart, Josh Hart pourrait l'être. a été capable de le faire, vous avez raison. Là, ce que j'essaie de comprendre dans tout ça, c'est à un moment donné, vous pensez vraiment qu'il peut y avoir un accident industriel, c'est-à-dire premier tour, ils se font sortir. Non, non. D'accord. Non, mais c'est pour ça. Ils vont se sortir par une équipe plus forte. Pour moi, ils ont un minimum assuré, c'est qu'ils vont passer, je pense, le premier tour. Ouais, clairement. Mais qu'en demi-finale, ça passera pas. Si c'est Boston, il y a même de quoi, Ça peut passer. Même Ça peut face à- passer. moi, Ils peuvent aller en finale NBA. Hein. Ben oui, Ils peuvent aller en je finale pense NBA. pas. Hein. Moi, moi, je pense parce qu'en fait, pour moi, le plus gros danger pour eux, c'est Boston. C'est cette fameuse demi-finale. Après, Détroit, honnêtement, je sais pas si pour un groupe aussi jeune, en tout cas au niveau de leur leader avec Duren et Cunningham, il dirait Victor. je sais pas s'ils auront cette expérience et ce volume pour pouvoir battre les Knicks, même s'ils ont l'avantage du terrain. En tout cas, là tout de suite, je ne le vois pas. Donc pour moi, le plus gros danger, c'est cette fameuse demi-finale contre Boston. Par contre, en finale, sur les 3 équipes que je vois, OKC, les Spurs et Denver, je les vois se faire manger sur les 3 oppositions. À aucun moment, même s'ils ont gagné contre les Spurs en NBA Cup, à aucun moment je les vois Ça n'est passé gagner des même choses 2 depuis. matchs, quoi. Ouais, voilà. Les Spurs sont devenus la meilleure équipe de la ligue depuis. Si on fait la photo aujourd'hui, 3-6, premier tour, Philadelphie. Fantastique pour commencer un run de playoff. Si on espère, tout le monde sera là parce qu'ils sont revenus. Paul George est magnifique. Tyrese Maxey est revenu. Joel Embiid arrive à enchaîner. Premier tour de qualité pour voir déjà ce qu'ils ont dans le ventre. Mais attention, donc Philly au complet. Attention, Atlanta, qui est la 2e meilleure équipe NBA depuis janvier. Donc d'accord, mais ils sont presque trop forts maintenant. Atlanta, ils sont carrément pas 5e. Attention, si tu prends Atlanta. Mais là, à l'heure actuelle, c'est à peu près figé. La question, ce sera Philadelphie ou Toronto en 6 et 7. C'est ça là. Ils ont le même bilan tous les deux. Voilà. Après, Atlanta, là, ils sont à 2 matchs devant. A priori, ça devrait le faire. Il faudra qu'on fasse un truc sur Atlanta lundi, je pense, parce que leur saison elle est quand même assez incroyable. On vous a demandé à vous aussi ce que vous pensez des futurs playoffs qui arrivent pour les Knicks. Et voilà ce que nous avez répondu. Il y a Hip Hop Ultimate Team. Putain, ça promet. En tant que fan, on y croit car on sait que les Hart, OG, Mikal vont monter d'un cran l'intensité défensive en playoff, mais le manque d'alchimie flagrant entre Bronson et Kat en attaque est un vrai souci, en plus de notre incapacité à défendre avec les deux sur le parquet. Toujours ce truc de playoff, moi je veux bien le bouton clic, mais il n'existe pas ce bouton. Non, pas du tout. Ils ne peuvent pas battre les Pistons et les Celtics, étant donné que ce sont les 2 ER, je sais pas, t'es obligé d'affronter, t'es obligé d'affronter l'une de ces équipes pour aller en finale de conf, et l'issue semble déjà pliée pour les Knicks. Towns ne sert à rien. C'est un peu gratuit sur la fin. Notre ami J. Will, il a voulu mettre un tag, ça me régale, tu finis comme ça. Y croire, oui, beaucoup de continuité dans l'effectif, plus meilleur banc. Si Mitchell Robinson est en santé, alors il faut y croire. Cette équipe a parfois des flashs qui laissent penser qu'ils peuvent monter le curseur en play-off, mais il n'y a pas clair favori comme en début de saison. Donc on est vraiment sur un peu la théorie de Thomas de dire cette équipe-là a vécu, les playoffs devraient quand même conforter ce qu'ils sont. Oui, parce qu'il y a quand même des valeurs sûres, des valeurs refuges. Jalen Brunson était un merveilleux joueur de playoff, il l'a prouvé. Towns est capable de gagner des matchs de playoff. À lui tout seul, grâce à son talent, on le sait. OG Anunoby, Michael Bridges, Josh Hart dans les ailes, ça s'oppose défensivement à n'importe qui. Tu as Mitchell Robinson qui est une arme fatale du basket quand il est à 100%. Il détruit des mecs qui ont des Jarrett Allen et Evan Mobley, les deux sont... Donc, en fait, t'as beaucoup... Il y a de l'expérience du groupe aussi. T'as vraiment des atouts pour passer des playoffs. Parce que plutôt que de me dire tout ce qui va pas, c'est ça, moi, dites-moi juste, à un moment donné, ce qu'il y a de bien dans l'équipe. En fait, c'est ce que j'essaie de vous dire depuis le début. En fait, il y a de vraies certitudes au sein de l'effectif. Tu sais ce qu'il y a de bien? Il y a un effectif magnifique. Il y a des joueurs qui ont du cœur. Il y a un groupe qui est sain. Un peu de l'expérience, t'as raison. Je vais pas quand même leur enlever ça. Je trouve que... mais c'est ces qualités-là qui me frustrent encore plus parce que collectivement, je ne sens pas d'alchimie. C'est ça qui me frustre. Parce que si cette équipe-là, on attend d'eux qui soient allés, qui se qualifient pour les playoffs, ils font cette saison-là, je dis bravo. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le statut des Knicks, c'est finaliste NBA. Et en fait, c'est là qu'il faut mettre les attentes avec ce qu'ils sont en train de réaliser, c'est que c'est en dessous. Si c'était aller 5, 6e, aller peut-être 4e avec un avantage au premier tour des playoffs, mais je dirais, mais on est large, c'est super ce qu'on fait. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Pour moi, aujourd'hui, c'est finaliste NBA ou rien. C'est une saison quand même où les Celtics commencent sans Jason Tatum. Arthur le disait, Milwaukee, il faut une saison dramatique, ils vont même pas aller en play-in. Ah ouais. Enfin, il y avait tout pour Miami et ça devient une équipe où tout le monde s'en fout. Philadelphie. Enfin, il y avait une autoroute pour ces mecs-là. Ce que tu es en train de dire pour tous les autres marche pour les Knicks. En fait, c'est une saison chelou, à part pour Détroit. Et Boston finalement, tu vois, si on prend les 82 matchs, parce que on peut se remettre dans le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de janvier, on est en avril maintenant, on a vu
Et ben moi j'ai envie de te dire qu'ils sont chapeaux. Hein. Et donc ils sont dans ce que j'espérais au minimum. Si leur statut c'était pas d'aller en finale NBA, en plus après avoir gagné la NBA Cup, on ferait la même vidéo et le titre, ça serait la belle saison des Knicks. Peuvent-ils nous surprendre en playoff? Le problème, c'est que non, on n'a pas envie qu'ils nous surprennent, on a envie qu'ils aient en finale NBA. Et donc l'analyse, c'est pas la même. Je pense qu'on est tous plutôt d'accord. Maintenant, on met le curseur sur les attentes de manière un peu différente. On va regarder quand même les cotes winners pour finir de cette équipe des Knicks pour aller justement en finale NBA. Eh ben, vous voyez qu'ils sont que le tableau il est loin. Thomas, je te le laisse. Ouais, Boston 2,75, grand favori, hein, vous le savez maintenant. Ils sont large à l'est. Cleveland deuxième. Ça va pas très bien. D'ailleurs, les Knicks sont pas tombés quatrième parce que les Cavs, ils font un peu pareil que les Knicks. Hein, ils perdent, ils gagnent. Et la grosse surprise, c'est évidemment les Pistons qui sont quatrième favoris à 7,50. Ça, c'est quand même fou sur Winamax. Exactement. Donc dites-nous. À eux de leur faire mentir, j'ai envie de dire. Dites-nous dans les commentaires où vous voyez les Knicks aller en playoff. En tout cas, on a hâte que ça commence. Il nous reste encore 5-6 matchs pour chaque équipe. Il y aura le play-in et on pourra se lancer complètement dans ces playoffs 2026. On a hâte. Allez, on va se plonger dans la palette avec Thomas Dufan. On va parler d'un mec qui nous régale depuis qu'il est parti du côté de la Californie chez les Los Angeles Clippers. C'est Darius Garland. C'était un trade qui nous a surpris un petit peu en cours de saison. James Harden pour Darius Garland. Finalement, James Harden aux Cavs, ça se passe moyennement. Par contre, correctement. Encore une fois, les attentes. Bon, bref, on va pas ouvrir ce débat-là. Par contre, Darius Garland, du côté des Clippers, ça se passe très bien. Ouais. On va pas dire que Darius Garland est meilleur que James Harden, certainement pas. On est bien meilleur que ça. Par contre, le style de jeu a un petit peu changé aussi côté Clippers. Ouais, écoute, Darius Garland est un joueur formidable, hein, tout le monde le sait. Depuis qu'il est arrivé, il fait des stats, il a des pourcentages exceptionnels. Alors on s'est dit palette pour un des plus beaux bags de toute la NBA. Get a bag, another one. Allez, c'est parti, let's go avec la première palette. Et vous allez voir que si vous aimez les crosses, les passes des flashy et tout, vous êtes au bon endroit, les gars, avec Darius Garland. On y retourne, c'est face à Memphis, les terribles Memphis Grizzlies, n'est-ce pas? Darius Garland, donc, dans cette position de meneur de jeu, avec son intérieur qui va lui poser un pic. Et ce qu'on adore tous avec Garland, c'est cette vision, handle, vivacité. C'est exactement ça. On provoque le switch. Et quand il y a un grand qui défend sur Darius Garland, en général, ça se passe bien pour le meneur de jeu. Regardez, tout main gauche, hein. Easy main gauche, je retourne. Derrière, Yales, c'est Sandy Aldama qui vient là, qui tente de venir l'aider. Et là, les meneurs de jeu de la NBA sont magnifiques pour ça. Il y a des athlètes. Et Derrick Jones Jr. fait partie de ces athlètes-là. Une magnifique action. Commençons par le bag. Ça, c'est quand même des actions d'éclair, tu vois. Ah non, ça, c'est le petit kiff, hésitation comme ça. Et puis surtout, le dunker spot de notre ami, comment il s'appelle déjà? Derrick Jones Jr. Derrick Jones. Donc, bravo. Techniquement, c'est assez incroyable. Moi, j'ai toujours dit que après le Kyrie Irving qui est numéro 1, il fait partie du chapeau 2 en termes de handle, notre ami. On aime beaucoup Darius Garland et j'aime bien le... Je trouve qu'il était en fin de cycle du côté de Cleveland, ça marchait pas trop avec Donovan Mitchell, il y a eu pas mal de blessures aussi, il y a eu des déceptions en playoff. Là, je suis content pour lui qu'il retrouverait un petit peu d'ambition avec cette équipe des Clippers et Nico nous en dit le plus grand bien aussi. Hein. Absolument, un bon mec visiblement. Darius Garland, on retourne, de toute façon, on retourne là-bas, alors pas en Californie, là c'est contre Memphis encore une fois, deuxième palette du meneur des Clippers, toujours sur du pick and roll, c'est un des meilleurs joueurs sur pick and roll tout simplement, et c'est aussi l'un des meilleurs joueurs sur un contre un, toujours avec ses finitions main gauche. Vous savez, Mike Conley était un gaucher qui aimait bien finir main droite. Darius Garland, c'est tout l'inverse. Il est droitier, il aime bien finir à gauche. On retourne donc avec Chris Dunn, écran petit là sur du pick and roll, pour provoquer des switches face à Memphis. On regarde aussi à l'opposé, hein, regardez un peu de mouvement pour libérer des espaces avec le mouvement de Kawhi. Et donc encore des switches. Si vous switchez sur Darius Garland, vous allez prendre cher, les mecs. En fait, c'est des switch killers. On dit souvent ça pour Luka Doncic. Regardez donc le bon spacing. On laisse tout le territoire, là, tout l'espace plutôt, pour Darius Garland. Le cross croisé 1-2 à Tim Hardaway, ça donne un joueur à la civière. Et cette finition main gauche, une nouvelle fois, on parle de mec en place techniquement. Il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo de Darius Garland où il jouait en scrimmage avec des bons basketteurs, mais des basketteurs normaux. Et vous comprenez à quel point les mecs n'ont rien à faire sur les terrains avec des joueurs comme nous, les mecs. Quand tu vois ça, tu comprends. S'il veut venir jouer à la hoops, il est le bienvenu. Hein. C'est compliqué. Il viendra qu'une fois. Il viendra qu'une fois, par contre. Hein. J'aime bien gagner quand même à la hoops. Allez, on va sur la troisième action. On va dans un autre match cette fois-ci. Vous allez continuer à apprécier la lecture de jeu de Darius Garland face à Milwaukee. Regardez-moi ça, la belle passe D. On aime ces meneurs de jeu. Ah, si Jalen Brunson faisait ça un peu plus souvent. On y retourne donc. Balance pas. Défense de zone face à Darius Garland qui a la balle en meneur de jeu. Regardez, c'est une belle 2-3 de la part de Doc Rivers, dont on a parlé aussi aujourd'hui, et des Milwaukee Bucks. Regardez ça, il n'y a pas une passe à faire en lob là sur le grand Brook Lopez. S'il y en avait une, clairement, parce que Jericho Sims, il est au pâquerette.
comme très souvent défensivement, et ça lui donne, finalement, il refuse, et va donc jouer là, hop, avec, dans la pénétration. Il y a peut-être des mecs qui défendent bien dans la raquette, mais il y a surtout une belle passe D sur la ligne de fond à Chris Dunn. Là, c'est des passes qui semblent faciles, mais bon, faut avoir une bonne lecture, ça, Arthur. Ça, c'est les shoots à Arthur Sen, ça, surtout. Ah bah, non. Pas de Thomas Dufort Chris pour Dunn Arthur dans le Sen. corner. J'ai reconnu tout de suite. Ah, merci mon gars. Non, moi, ce qui me fait rire, c'est quand tu vois AC Green qui défend sur. AJ Green. AJ Green, Parce que AJ Green, il est toujours plus chaud. C'est vrai en plus. Ça n'a rien à voir dans la palette. Ouais, mais c'est bien de le dire. Quand t'arrives en zone et que t'as un Darius Garland qui est devant toi, que t'es comme ça, ça me fait toujours penser quand t'as des gars qui ont un bête de dribble et que tu dois défendre sur eux. Bref, difficile. Bravo à lui. Tu m'étonnes. Quatrième action, on finit là-dessus. Et ouais, tu réagiras sur la quatrième si tu veux. Regardez ça. Non. Et là, sur un tir facile. C'est des tirs qu'on voit énormément en NBA avec les arrières ultra forts qui font payer les choix approximatifs des défenses. Brook Lopez, qui finit en trombe cette saison avec les Clippers, qui a posé ce bon écran. En général, Brook Lopez, il vient de faire un écran. Derrière, c'est tir ouvert. Bah, Jericho Sims, le drop coverage à 5,50 m de Darius Garland. Gary Trent Jr. aussi, qui fait partie des défenseurs, qu'on va dire médiocres. Un beau tir ouvert, facile, droite-gauche, en total équilibre. Il a l'air serein, en fait, dans toutes ces vidéos, Darius Garland. Ouais, il s'est vite intégré quand même à ce collectif-là, et on sait que les Clippers finissent très très bien la saison. Alors, ils avaient commencé déjà leur renouveau avec James Harden, mais c'est vrai qu'avec ce trade-là, où on s'est dit, bon, ben voilà, ils ont lâché l'affaire complètement. En fait, pas du tout, ils sont redevenus ambitieux. Et je te dis, Darius Garland, entre son côté créateur pour lui, jouer pour les autres, il arrive à parfaitement alterner, et on n'a qu'à voir les résultats des Clippers. Pas cadeau, les Clippers, ça prend le premier tour en playoff. Comme on dit souvent pour les Clippers. 14 matchs avec les Clippers, je vous donne quand même les stats. Il est à 21 points par match, 7 rebonds. Mais alors, il y a un truc qui est bluffant, ce sont ses pourcentages. Il a 50% au tir sur 15 tentatives au global. Points. Et à 3 points, non, il a 50% au global. Et 50% à 3 points sur presque 8 tentatives. Ce qui est une authentique dinguerie, les mecs. Alors, il est malheureusement à 87% au lancer franc. Cette année, il ne pourra pas passer la part des 50-90. Et 6,8 passes décisives à rajouter. Tout à fait. Aussi. J'ai dit 7, mais ça a passé. Ah, pardon, excuse-moi. Bon, allez, je vois que tu es concentré, je vois que tu es... Ah, il faut que je gagne, j'en peux plus. Là, ça fait un mois et demi, hein. C'est le moment du quiz, ça fait très longtemps que Thomas n'a pas trouvé un qui suis-je. Et évidemment, si Arthur est là, va y avoir un duel d'escrimeurs sur lesquels fac. La dernière fois, je l'ai perdu. Parce que je peux te dire que celui-là, j'ai envie de le prendre. Allez, le quiz tout de suite avec Tom Serravino. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz, et l'émission est déjà très longue, donc il va falloir que vous soyez très bons, messieurs, qu'on finisse cette émission. Allez, comme tu Ça vous décides dit pas, Erwan a commencé l'émission avec une chanson de Céline Dion. J'aimerais que tu continues et que tu chantes Céline Dion. T'avais chanté quoi? Les macérés, c'est si facile. Moi, je préfère C'est ma prière païenne. Très bien, mais c'est la même chanson. Ah ouais? Ben oui, c'est le début de Prière païenne. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais Oh, vous êtes je malin. préfère cette partie. C'était le mec qui a rien compris. Allez, on va sur lequel fac t'es chaud mon tutur. La dernière fois, t'as perdu, il me semble. Non, il a gagné. La dernière fois, t'as gagné, il me semble. Très bon, très bon. Et ben, on remet le titre en jeu. 15 noms, on y va rapidement. Allez, Erwan. Important de bien commencer. Allez, toujours. Thomas. Allez, Thomas. Jaylen Brown. California. Putain. Berkeley, Californie, tout à fait. On l'a déjà fait ça en plus, putain. Oh, il revient. Aaron Gordon. Arizona. Ouh, 2-0. Arthur. 2-0 tutur. Paul Pierce. Kansas. Oh, allez, Oh, allez, la allez. vache. Cam Johnson. UNC. Ouais, bah, Et 30. Damien Lillard. Weber Stays. putain, je suis pas... Ça fait on est 4-1. sorti du bloc, on est On en bloqué, est au ouais. tiers, on souffle un peu. Allez, vas-y. Richard Jefferson. Arizona. Deacon. Oh là là, Arizona, 5-1. Il est très bien parti. Il faut revenir. Sadiq Bey. Oh, je l'ai pas. ça. Non, c'est Villanova. Villanova, il est parfait pour l'instant. Liu Deng. UNC. Ah, Duke. 6-2. Allez. Darius Garland. Vanderbilt. Bravo. 6-3, il revient. Bill Walton. UCLA. Oh là 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 là, il le putain, prend. je pensais à son fils, Arizona. Arizona. 7-3, il en reste donc Eh oui. 5. Brandon Miller. Arkansas. Non. Alabama. Auburn. Alabama. 7-4. Donne-moi. 7-4. 7-4-1 par contre. Hein, Ah, c'est la 7-4-1. coupe. Voilà, merci. T'es même ado. Attends. Eric Gordon. Indiana, bravo. 7-5-1, il en reste 3. Oh, Derek White. Colorado. Oh, aïe 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 bravo. aïe aïe. Tout le monde a cru à la remontada, vous êtes des ouf. Quel jeu exceptionnel. On finit, il en reste plus que 2. Jaren McCain. Yukon, non, North Carolina. Non, Duke. Duke. Et Lamar Odom. Ouais, Rhode Island. Rhode Island, bien joué, Tutur. 2 à la Quel jeu suite. exceptionnel. Bravo, bravo. Franchement, quand t'as Ouais, commencé oui, à mais c'est génial, c'est trop bien. Le jeu des séries là, c'est terrible. Quel jeu exceptionnel. Ah ouais. Allez, on va sur le qui suit. Ça, c'est Erwan qui a pris le dernier pour le coup.
c'est reparti. Je suis né le 25 mars 1973. J'ai donc 53 ans et j'ai quitté les parquets NBA en 2005. Mais, commençons par le commencement. Je passe par la même fac que Malik Beasley. À l'époque, je suis le coéquipier de Charlie Ward. Je sais pas si ça vous aide un peu. Ah oui, Charlie Ward. Ah oui, Mhm. ce genre de foutu US. Oh là là là. Donc là, ça peut aller très vite. Je fais un cursus complet de 91 à 95, où je laisserai une belle marque. Lors de ma meilleure saison là-bas, je tourne à 21 points, 7,9 rebonds, 4,5 passes, 2,4 steals. Vache, Wow. beau joueur. Hein. Avec mon équipe, on va en finale régionale face à Kentucky en 93, mais on s'incline. Je reste à ce jour le meilleur score all-time de cette fac. Je m'inscris à la fac 95, à la draft, pardon. Et si vous pensez que je suis un grand avec mes stats au rebond, sachez que je ne fais qu'1m96 finalement. Je suis juste un bon rebondeur. En 95, je suis appelé en 17e position par Cleveland. J'y joue de 95 à 2000, essentiellement en sortie de banc. Je tourne à 5,3 points en saison rookie, puis 9,2 en saison sophomore. Wesley Person. Mais ma meilleure saison reste celle de 99-2000. 45 matchs en tant que starter, 30,4 minutes en moyenne pour presque 14 points, 4 rebonds et 4 passes. Mais l'équipe ne gagne que 32 matchs. Après 5 ans dans l'Ohio, je signe dans une équipe qui n'est pas encore une équipe rivale à l'époque. Je signe chez les Warriors. Je forme le backcourt avec Larry Magnetti. Hughes. Non. Backcourt avec Larry Hughes et je suis repositionné à la main. Je joue 42 matchs dans le 5 avec 31 minutes de moyenne de temps de jeu pour 11 points, 4 rebonds et plus de 4 passes. Mais une blessure me fait manquer la fin de saison. Aux Warriors comme aux Cavs, je porte le numéro 3. 3 comme le nombre de saisons que je vais rester à Golden State, de 2000 à 2003, sortant peu à peu du 5. Et j'ai déjà 30 ans et lors de la saison 2003-2004, je vais partager l'année entre 2 équipes. Les Pistons, pour 53 matchs, et les Hawks, pour 27. D'ailleurs, à Atlanta, je joue 35 minutes de moyenne pour presque 15 points. Nous sommes en 2004-2005, presque 10 ans que j'ai quitté Florida State. D'ailleurs, depuis mon maillot a été retiré. Ma dernière saison NBA arrive et je vais la jouer titulaire chez les Rockets. 31,5 minutes de moyenne pour 10 points. Je joue meneur aux côtés de T-Mac et Yao Ming. Quoi? En playoff. Ah, je sais, je l'ai. En Bob playoff. Sura. Bob Sura, ça sort ici. Bob Sura. Bravo. Et voilà, bravo. Bob Sura. putain. J'ai adoré ce qui bravo. suis. Bravo. On a Bob complètement oublié le Sura. joueur. Ouais, le dunker. Ouais. Bob Sura à l'ancienne. Hein. Bien Et là, joué. il est beau avec ses. Il est là avec son maillot des Warriors Ouais, là-bas. très beau. Bob Sura. Et du coup, tu commences à refaire un petit break, Erwan, puisque Ben, tu en fait, reprends il fallait 3 me montrer victoires. les scores, en fait. 3 victoires d'avance. Allez. 3 victoires Bravo. d'avance C'est sur, bon. sur Thomas. Elle est bittersweet, c'est mon mot du jour, cette victoire, parce que... Quelle Ouais, force de c'est pollen. beau, c'est Enfin, beau. jeudi, Arthur, il revient, parce qu'on n'a plus trop d'invités. Tu joues jusqu'à la fin de l'année, le mec. Juste pour ça avec elle. Bon, merci mon tuteur, Ouais, merci merci, Thomas, les gars. merci toi, merci à Chris derrière la caméra, merci à Léo et toutes ses équipes, Jérémy, Aymen, évidemment, Yanis, qu'on embrasse, même s'il n'est pas là cette semaine. On se retrouve lundi pour le Big Monday avec la libre antenne et puis le NBA Classic Game. Et puis sinon, tout le week-end, il y aura des vidéos qui vont arriver. Allez, on vous embrasse à lundi sur First Team. Bisous, ciao, ciao.